Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, quel bonheur de vous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas allé en live, je crois depuis mercredi, donc l'occasion d'échanger ensemble sur cette sixième journée de Ligue 1, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Encore une fois, on va parler d'arbitrage, j'aimerais qu'on passe au-delà de ces débats-là, mais je crois malheureusement qu'on a encore des choses à dire sur certaines décisions, certaines interventions, et puis revenir comme d'habitude, vous le savez, sur les 9 journées de Ligue 1, sur ce Rennes-Lens, ce drôle de match qui vient de s'achever. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire pour les deux équipes. Il y a du positif et même peut-être du très très négatif pour le Stade Rennais à Big Bay, parce que j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu ce soir de la part du Stade Rennais. Sinon évidemment ce choc du haut de tableau entre le LOSC et l'OL, remporté par l'OL avec un manque de réussite, un manque d'efficacité assez effroyable des Lillois. La victoire au petit trot du PSG contre Auxerre, le Paris FC qui va chercher son nul sur la pelouse de Nice. On a Monaco qui chute, Monaco qui était leader, on rappelle, avant cette journée, et c'était un petit cadeau pour eux, mais sinon on sent que la situation est quand même très compliquée avec encore des blessures. Je sais pas quand ils vont s'en sortir, mais c'est un petit peu interminable. Et sinon, bien sûr, la grosse victoire de l'OM, qui a enchaîné après le match contre le PSG, ce succès à Strasbourg dans les dernières minutes, et ça peut compter pour la suite de la saison. Et bien sûr, Toulouse-Nantes, le Brest-Angers, le Metz-Le Havre, tout ça, on va continuer d'échanger. En tout cas, je vois que vous êtes nombreux. Merci à Ninor pour son petit abonnement. Vous êtes évidemment des cracks. Je vois qu'il y a quelques messages, il y a notamment Fada Massilia qui sur le live pense à David Djemali, et ça me fait bien plaisir qu'un Marseillais pense à l'immense David Djemali, défenseur pendant une dizaine d'années des Girondins. Je vois qu'on a Visport, Rome, Brandon, deux modérateurs qui sont là avec Supreme Leader JD et Soso Chat. Donc ça c'est vraiment très bien pour m'accompagner. Donc évidemment, si vous dites des insultes, des petites bêtises sur les arbitres, eux ils seront là pour vous sanctionner. Donc on rappelle évidemment qu'on est là pour discuter tranquillement de Ligue 1, rester courtois. On peut être véhément, mais on va rester évidemment poli dans la mesure du possible. Avec Holotriou, Juve Clem, des nouveaux comme Yas, et ça c'est vraiment bien sympathique de voir aussi petit à petit des personnes nouvelles arriver. Comme toujours, les lives sont aussi disponibles sur YouTube, sur Spotify, Deezer en audio, pour ceux qui voudraient garder ça en mode pour aller au travail, pour aller à la salle de sport. Ça c'est vraiment le petit cadeau que je vous fais à chaque fois. En plus, j'essaie de mettre les replays assez vite, comme ça je sais qu'il y en a qui sont de la team, j'écoute dès le soir, dès la nuit, donc histoire d'y aller là-dessus. Mon week-end à moi, alors, j'ai pas pu voir tous les matchs de Ligue 1 dans les meilleures conditions possibles, j'ai rattrapé ça. Hier, j'étais à Bergerac, on tournait un petit vlog avec la FFF pour la Coupe de France. Normalement, ça va sortir mercredi, donc je vous enverrai le lien sur mes différents réseaux. Et je suis allé à Bergerac pour voir les Girondins de Bordeaux contre Bergerac, 4e tour de Coupe de France. Et oui, pendant que vous, les nantis, les privilégiés, vous êtes au niveau de la Ligue 1, vous êtes concentrés là-dessus. Moi, mon club, il se bataille contre une équipe de R3 pour ne pas perdre l'honneur, ne pas perdre la face, parce que si tu perds dès ce tour-là contre une équipe où, en gros, R3, c'est 8e division, toi, t'es en 4e division, donc ça serait un petit peu craignos. Et on sait que Bergerac, historiquement dans la région, et même au-delà de ça, c'est vraiment une équipe qui réussit bien en Coupe de France. Donc quand même s'ils ont chuté, eux aussi, pour des problèmes de DNCG, apparemment c'est une tradition dans la région, qu'ils ont chuté de plusieurs divisions, mais je crois qu'ils ont aussi un recours pour... je crois qu'ils portent réclamation, parce que c'est pas net l'affaire. Et en tout cas, le match... Première action de Bergerac, 10e minute, percée de l'attaquant côté gauche, il fusille notre gardien pleine lucarne. Et là je me suis dit, attends, là le vlog il peut sortir, et franchement, on a fait tout un truc sur les Girondins, ça peut vraiment avoir une drôle de tronche. Et finalement, Bordeaux a l'expérience, a marqué 2 buts au retour des vestiaires, la fameuse causerie pour un petit peu réveiller tout ça. Et on s'en est sorti, mais moi j'aime, vous savez, mon affection, mon amour pour la Coupe de France, donc quand on m'a proposé ça, moi j'étais trop chaud. Et puis je vous partagerai évidemment le lien quand ça sortira. Et oui, quelqu'un dit, est-ce que le voyage a été déclaré ? Tout est déclaré encore une fois. On remercie nos amis des impôts qui font un travail formidable. Mais oui, et pour tout vous dire, parce que c'est vrai que ça date de la semaine dernière, finalement, cet échange un peu lunaire où un supporter marseillais voulait vérifier ma déclaration d'impôts, voulait bien voir si j'étais un citoyen modèle. Évidemment, il connaît des gens dans les différents services des impôts. Évidemment, il a des relations haut placées. Mais aussi, évidemment, j'ai eu
aucune relance, aucun message, tout se passe bien, personne n'est venu me prendre des sous dans le portefeuille, donc voilà, c'était un gros coup de bluff, et puis on peut le dire, c'était un bon gros mytho, hein, mais la séquence au moins, elle nous aura fait tous rire. Non, mais pourquoi il voulait savoir ça? En fait, il a pas aimé un tweet. Putain, c'était quoi le tweet déjà? Oui, où je disais qu'en gros, bon, il y avait comme d'habitude un petit peu de complotisme, tu sais, quand il y a un match qui est reporté, et il y avait un tweet d'un Marseillais qui disait tiens, comme par hasard, le préfet des Bouches-du-Rhône, il est né à Suresnes près de Paris. Et là, j'ai partagé le screen parce que ça, pour moi, c'est vrai, le vrai pur et dur complotisme. Et il a dit attendez, lui c'est pas non, il a pas le droit de se moquer des supporters marseillais, on va vérifier ses impôts et tout. Vraiment genre comme cheval quoi dans le dîner de con. Donc franchement ça a fait beaucoup rire. Et comme je vous le dis, il y a pas de suite à donner à ça parce que tout se passe bien, tout est en règle. Hein. Et puis bon, c'est pas chez moi que voilà ils vont trouver des millions planqués aux Bahamas. Hein. Désolé de vous décevoir. Il y aura peut-être des maillots de Zamalek ou de Sochaux quelque part dans le placard non déclaré, mais je sais pas si pour le fisc ça a une grande valeur. Pour moi oui, mais pour le fisc pas forcément quoi. On est donc réunis pour parler de cette journée de Ligue 1. Hop, on va aller directement là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour une fois, on a eu les 9 matchs, parce que comme la rencontre OM-PSG avait été décalée. Et c'est vrai, quand on voit finalement ce classement, il y a des équipes qui gagnent et qui s'envolent. Alors, s'envolent, on n'est qu'à la 6e journée, mais c'est vrai que l'OL, qui en a sa 5e victoire depuis le début de saison, et 5e clean sheet, et quand tu vois que Monaco, Strasbourg, Lille, Lens, Rennes, voire Nice ont perdu des points, bah pour l'OL c'est bénéfique dans la course à l'Europe. Donc peut-être que ce très bon début de saison, on sent que pour l'OL, et on y reviendra lorsqu'on évoquera ce LOSC OL, voilà, il y a des choses à redire, tout n'a pas été évident, que tu as beaucoup souffert, et que tu rejoues peut-être 10 fois ce match, bah, les 9 autres fois, tu ne gagnes pas. Mais pour le coup, bah, tu as la chance avec toi, tu as la réussite, donc tant mieux, profites-en. Marseille qui bonifie vraiment cette vraie bonne semaine et qui retrouve le podium. Ça, pour le coup, je vais pas flex, mais le début de saison était cata, mais on savait... Enfin, cata. Tu avais 3 points sur 9, était pas bon, mais on savait que le mercato n'était pas fini avec toutes les recrues, tout le 11 qui se met en place petit à petit pour De Zerbi. J'étais pas inquiet du tout pour l'OM et ça pour moi c'était podium nickel. Monaco par contre que je voyais podium, Pépère aussi là pour le coup faudra voir s'il y a un joker médical au milieu de terrain parce que je pense qu'il y a un petit peu urgence. Et puis Brest, Brest c'est vrai que après c'est la magie du début de saison. Hein. T'as un point après 4 journées, t'es bon dernier. Là tu gagnes 2 fois, bah t'es première partie de tableau. Et puis pour Brest on le savait, je le redis mais quand t'as quand même si t'as perdu du monde, t'as des joueurs que d'autres équipes dans la lutte pour le maintien ne vont pas avoir. Et eux, le Del Castillo, le Ajorc, la Bolascari qui marque un deuxième but coup sur coup, ça va leur faire du bien. Et puis non, Lorient aussi, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas eu finalement tant que de victoires, il y a eu pas mal de matchs nuls, mais c'est vrai que c'est bénéfique, c'est vraiment bénéfique pour eux, quoi. Je vous propose qu'on aille directement sur les premiers matchs de cette journée, et ce Rennes-Lens, avec un scénario fou. Essayez de deviner l'équipe qui était réduite à 10 dès la première minute. Si vous enlevez la ligne de Jonathan Gradit, les stats, on peut croire que Lens a souffert par rapport à la possession, mais quand tu vois les tirs et surtout le contenu qu'on a pu voir, bravo à Lens, bravo à Pierre Sage, bravo aux joueurs pour leur rencontre vraiment aboutie. Ça méritait mieux. Franchement, s'il y a une équipe qui devait l'emporter, j'aurais préféré donner ça aux sang et or qui peuvent s'en vouloir parce que avec un peu plus de jugeote, un peu plus voilà, de malice de la part d'Aguilar, de la part de Guilavogui, du petit Fofana, même de temps en temps Thauvin, même si Thauvin il a fait un match XXL. Mais franchement, quand tu vois le match, à quel point ça a bien switché pour Lens quand t'es à 10 pendant toute la rencontre, parce que dès la première minute, t'as ce coup du sort. Pierre Sage, je trouve qu'il a fait une bonne chose, c'est que finalement, il n'a pas fait rentrer un défenseur central supplémentaire, il a gardé ce 11-là qui était très intéressant sur le papier, avec évidemment le milieu de terrain qui tourne très bien, Thomas Sangaré, les pistons, Udol et Aguilar qui ont reculé finalement, Malang Sarr et Simon Maïdou qui sont installés dans l'axe, et puis devant le trio pour travailler. Et du coup je trouve que c'était la bonne stratégie à faire parce que finalement si tu enlevais, t'imagines un Saïd, parce que Saïd il fait beaucoup de courses, Edouard t'as besoin d'un point d'ancrage et Thauvin c'est Thauvin. Du coup je trouve que de la part de Pierre Sage ça a été intelligent de pas se précipiter
et de faire rentrer un défenseur pour dire hop je fais rentrer quelqu'un parce que on garde ce système là, il s'est bien adapté. Et franchement le match de Lens et ça rejoint un début de saison que je trouve très intéressant. Ça peut encore monter en puissance, mais moi je tire mon coup de chapeau à notamment Jean-Louis Descas, hein, parce que le mercato qui nous a concocté en attendant que Abdallah Sima et Odsonne-Édouard montent en puissance, franchement Thauvin c'est très fort. Enfin il y a de très bons joueurs. Tu vois, Sangaré, Udol, Malang Sarr est très bon. Mais Thauvin, tu sens quand même qu'il y a ce petit truc, c'est la fameuse classe d'écart. C'est vrai que Thauvin, dans les intentions, dans le toucher de balle, dans le très très peu de déchets techniques, Thauvin, c'est quand même le niveau supérieur par rapport à tout ce qui se fait sur la pelouse. Et vraiment, tu sens le vécu du mec qui a été quand même un acteur majeur de Ligue 1 et un gros crack à ses débuts. Et ça, pour le coup, être allé chercher à 32 ans à l'Udinese, je trouve que c'était bien senti pour justement avoir ce nouveau leader offensif comme ça pour accompagner cette jeunesse et ce nouveau Racing. Et non, Udol c'est 3 millions d'euros à Metz, c'est génial. Baïdou, on savait qu'il y avait de la concurrence de clubs de première ligue, donc c'est pas un hasard. Le premier match contre l'OL était peut-être un petit peu bof, mais ça fait partie des joueurs qui ont besoin d'un peu d'adaptation. Et Sangaro au milieu de terrain, le volume de jeu, ce gars-là, il est trop fort. Franchement, déjà le match la semaine dernière contre le LOSC, il m'avait bluffé, mais là il a mis dans cette configuration-là, quand t'as un joueur en moins, tu te dis que Sangaré compense et qu'il fait le travail pour deux. Et d'autres, hein, je trouve que franchement, pareil, je crois que c'est Timothée Crépin, journaliste Capté Média que je connais bien, que je salue, qui a donné le nombre de sprints d'Aguilar. Aguilar, il a fait plus de 25 sprints, enfin il a été dans tous les bons coups. Et c'est vrai que au global, ce lance-là, méritait vraiment d'aller chercher sa victoire. Il s'est pas fallu grand-chose, peut-être d'y croire un peu plus. Peut-être que tu te dis finalement 10 contre 11, est-ce que si on marque tout ça, est-ce que ça va nous inhiber? Non, franchement, ils auraient dû aller. Ouais, j'ai pas Romain Risser, très propre, l'arrêt à la fin, incroyable. Je crois que c'est sur Le Paul. Non, même Thomasson, non, franchement, en fait, à part Odsonne-Édouard, qui n'a pas forcément eu beaucoup de ballons, et c'est un match hyper ingrat pour un numéro 9, je trouve que tous les Lensois ont été très bons, les titulaires. Les entrants, il y a un petit peu de tendresse, de naïveté, ça trouverez le terme que vous voulez pour Guy Lavogui. Là, Guy Lavogui, il a quand même une petite expérience, donc on peut plus l'en vouloir qu'un Fofana. Mais non, ouais, Gradit très bon. Ah franchement, la hitmap de Gradit, j'ai envie de la voir parce que je pense qu'il a été de tous les bons coups, quoi. Mais non, franchement, ce match de Lens, c'est un nul au goût de victoire parce que t'as vu un cœur énorme, t'as vu une superbe état d'esprit, t'as senti une capacité à très vite se projeter vers l'avant tout en étant juste. Non, j'ai adoré leur match. Et franchement, c'est de très bon augure pour la suite. Une équipe qui n'a pas de Coupe d'Europe, qui a de quoi encore intégrer des recrues. Il y a des jeunes qu'on va un peu plus découvrir au fil de la saison, comme Silla, comme Bermond, Fofana, ça va encore grandir. Et des jeunes recrues qui vont encore progresser. Baïdou, Sangaré, Risser. Non, franchement, c'est vrai que se lance version Pierre Sage. Et puis c'est vrai que tous les échos qu'on a de Pierre Sage, c'est quelqu'un qui t'apporte du calme près de son banc. C'est pas, entre guillemets, un excité. Et franchement, le match de ce soir, il est très sympa. Ouais, c'est vrai que Silla et Bermond sont partis à la Coupe du Monde du vin. C'est vrai, c'est bien de le noter, RCL Jérém, parce que la magie des calendriers fait que on a une compétition, une Coupe du Monde du vin, se déroule en plein milieu de la saison. Voilà, ça dérange personne, mais personnellement, j'aime bien la Coupe du Monde du vin. Et on sait que pour l'équipe de France, ça a quand même été une victoire importante en 2013 pour la génération Pogba, Thauvin, Areola, Umtiti. Donc voilà, moi, je serais quand même pour trouver un créneau un peu plus pour mettre en valeur cette Coupe du Monde du vin qui se déroule au Chili. Et je crois qu'il y a bientôt un Espagne-Maroc qui s'annonce très sympa d'ailleurs comme rencontre pour ceux qui suivent les matchs de jeunes. Donc non, franchement, ce match de Lens, il pose des bases. Déjà, je trouve que les 5 premières journées, t'as été un petit peu sur courant alternatif parce que t'as beaucoup manqué, t'as eu de la réussite au Havre, t'as fait un très bon match dans l'ensemble contre le LOSC, t'as bonifié pas mal de choses, notamment contre Brest. Mais voilà, ça c'est le type de match où tu sais que tu peux souffrir. Et même Thauvin, je crois qu'à la fin de son match, il a dit on doit prendre aussi du plaisir à souffrir comme ça et aller chercher ce point. Et c'est vrai que ça peut servir de catalyseur pour la suite. Donc franchement,
J'aime beaucoup. Ah, mais c'est en cours le Espagne-Maroc 0-0. Merci beaucoup, Quentin, pour la précision. Des clubs ont vraiment libéré leurs joueurs en pleine saison pour ça. Bah oui, forcément, des fois, tu essaies d'arranger parce que c'est quand même de l'équipe de France. C'est du temps de jeu, tu vois. Pour Silla et Bermond, c'est une très belle opportunité, je trouve, d'aller faire un mondial U20. Voilà, ils vont manquer un mois. Bon, il y a une trêve internationale qui tombe bientôt, donc tu vas peut-être manquer, allez, 2, 3, enfin, peut-être un peu plus, hein, selon le parcours. Mais j'aime bien quand les clubs jouent le jeu. Il y en a qui n'ont pas joué le jeu et je leur en veux pas parce que c'est normal. Mais sinon, bah, c'est pas mal. Salut Salomon qui regarde d'habitude les lives sur YouTube. J'aime bien, t'en penses quoi? Non, Risser, bah en plus, on sait que c'est un risque de prendre un jeune gardien, de le propulser comme numéro 1 quand il a fait une belle saison Ligue 2, mais le cap avec la Ligue 1, c'est toujours un peu saisissant. Et je pense qu'entre l'expertise de Leka, ancien gardien, Gertner comme gardien d'expérience, ouais, c'est pas mal du tout, quoi. Je me demande, non, Pierre Sage, il a pas été gardien, lui, dans sa jeune carrière de joueur. Je sais plus quel poste il était exactement. Il a été un temps gardien de but du CS Beylézan, club basé à Belley, puis se reconvertit. Tu vois, même Pierre Sage a été gardien. Donc Risser, il a... Bon, après, je vais pas comparer la carrière de gardien de Pierre Sage dans le monde amateur et celle de Leka et Gertner, mais c'est vrai qu'il a trois personnes pour l'entourer qui ont eu ce rôle-là à différents degrés. Donc c'est vrai que pour le jeune Risser, bah, c'est que du bonus. Et voilà, non, ce lance-là, ouais, comme je te dis, Abdallah Sima, il y a des joueurs encore qu'il faut intégrer, qu'il faut, voilà, Saud Abdoulamine, on a vu des belles choses, mais Aguilar, il s'accroche à son poste, il s'accroche très très bien. Donc non, et puis tu dis, ouais, il y a aussi Machado qui va revenir. Non, franchement, il y a, il y a un été où tu pouvais craindre parce qu'il y a encore eu pas mal de départs. El Naoui qui était ton joueur majeur. T'avais évidemment Medina aussi qui s'en est enlélé. T'as fait vraiment une grosse rotation. Mais quand tu vois le niveau des recrues ce soir, Tovin, Sangaré, Udol, Baïdo, Risser, petit bémol sur Edouard, mais je lui en veux pas parce que le match est difficile dans ce contexte. Franchement, les recrues, c'est très très fort déjà dès la 6ème journée, quoi. Bon, on a été élogieux, on a été très positif, c'est normal. Maintenant, on va parler du Stade Rennais et d'Habib Bey. Alors, comment dire C'est une déception sans nom. Ça peut arriver de se rater un match et de passer à côté dans ce contexte-là, parce qu'il y avait tout pour que ça soit une victoire facile. Voilà, le carton rouge lié, t'as 89 minutes. On sait que dans les matchs du Stade Rennais, il y a beaucoup de cartons rouges, donc beaucoup de situations qui sont pas forcément faciles à appréhender. Mais c'est pas que de ce match. J'ai le sentiment quand même qu'il manque un truc au global, collectivement, à ce Stade Rennais-là et à Habib Bey pour passer le cap nécessaire pour qu'on se dise ok, ça c'est une équipe qui va être top 6 et elle a de quoi y être, s'installer, faire des résultats contre des équipes concurrentes. Et je reste hyper dubitatif par rapport à la copie rendue, par rapport à certains choix. Oui, sortir Jaoui Cissé à 28e minute parce qu'il est pas bon, mais voilà, ça fait un peu le père Fouettard parce que c'est le jeune qui se monte pas. Mais franchement, il y en a d'autres qui sont pas bons. Enfin, Mbolo, techniquement, c'est très très dur. Euh, Merlin, il s'est fait mélanger quasiment tout le match par Tovin. Ludovic Blas, quand Ludovic Blas, il est un peu en mode, vous savez, FC, exploit individuel, c'est compliqué hein, quand il est dans cette configuration-là. Franchement, après la première mi-temps, le meilleur Rennais, c'était Brissamba. Et ils étaient à 11 pendant 45 minutes. On n'a pas vu grand chose. Et oui, on a eu beaucoup de mercato. On a déjà eu un mercato qui n'a pas marché l'été dernier. On a eu des ajustements l'hiver dernier. Ok, on récupère encore des joueurs là cet été. Au bout d'un moment, je vous le dis, on peut pas être éternellement indulgent. On va laisser encore. Allez, on peut dire qu'il reste beaucoup de journées, que ça peut prendre et que ça doit prendre surtout. Là, pour moi, il faut aussi dire les termes que ce Stade Rennais-là n'a plus le droit à l'erreur par rapport à ses dépenses. Alors oui, je sais que certains du FC Comptable vont dire oui, mais Rennes vend toujours bien. Ok, mais moi, désolé, mais les bilans économiques, c'est pas ma cam. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Et là, pour l'instant, le terrain, c'est pas du tout suffisant. C'est pas une équipe à la hauteur de ses ambitions. C'est pas une équipe à la hauteur des discours de son coach qui nous explique des choses. Des fois, j'aime beaucoup écouter Habib Bey, mais des fois, malheureusement, ce qu'il dit en conférence de presse, ce qui donne l'impression de vouloir être, ça ne se rejoint pas en match. Et je sais pas si c'est le système, je sais pas si c'est le choix des joueurs, je sais pas si c'est trop bancal, mais au bout d'un moment, il va falloir réveiller ça parce que ce Stade Rennais-là, c'est des matchs, bon, ils s'en sortent, contre Marseille à 10 contre 11, tant mieux. Rennes, l'OL, t'as un petit coup du sort avec Ro qui prend pas carton rouge, tu finis par l'emporter. Sinon, tu vois, même le match à Angers qui était déjà privé de Le Paul, quand tu vois Angers qui a
toutes les peines du monde à marquer un but. Franchement, le match, à partir du moment où Rennes avait marqué contre Angers, derrière le SCO a vraiment fait un très bon match et ils n'y arrivent pas. Et même, tu vois, le match à Nantes, il est pas mal. Il est pas mal la première période. Et après, bah, t'as les coups du sort, ok. Seydou qui doit céder sa place, Rongier aussi. Mais enfin, t'es Rennes et t'es un Nantes qui, voilà, tu regardes les deux effectifs, honnêtement, ils doivent leur mettre 2-3-0 et puis ils doivent s'imposer en patron. Et non, c'est une équipe qui n'arrive pas à trouver, encore une fois, ce match parfait de la première à la dernière minute, en mode on sait être un rouleau compresseur, on sait te montrer quelque chose. Je sais pas si c'est avec ces gars-là que tu peux le faire, par contre, il y a le potentiel pour arriver à quelque chose de bien meilleur en termes de copie. Franchement, quand tu vois les noms, enfin, peut-être pas tout le monde, hein, parce que justement, il y a peut-être des erreurs de casting aussi au niveau du mercato. Moi, je vais toujours attendre un petit peu pour jauger les Mbolo, tout ça, parce que, voilà, même si Mbolo connaît bien la Ligue 1, que c'est un international suisse, il doit aussi s'adapter à une nouvelle équipe, à un nouveau système, donc tu sais quoi, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Mais franchement, pour moi, Rennes, ça reste un vrai gâchis, quoi. Entre le centre de formation, entre les moyens déployés, on peut pas se contenter de ça. Et je le dis, mais si à la fin de saison, il n'y a pas de top 6 et surtout, il n'y a pas de mieux dans le jeu, ouais, il faudra revoir peut-être des choses sur Habib Beye. Parce qu'Habib Beye, comme je vous le dis, moi j'aime bien, je trouve que c'est un bon consultant, j'aime bien l'écouter, mais au bout d'un moment, il peut pas être éternellement protégé. Faut dire, je sais pas si je vais dire les termes ou quoi, mais c'est vrai qu'Habib Beye, il y a un petit peu de mansuétude à son égard, parce que on le connaît pas mal, il fait beaucoup de télé, voilà, c'est quelqu'un de bien installé, donc on n'ose pas trop toucher à sa figure. Ouais, bon, on va aller un petit peu, titiller le totem d'immunité, mais franchement, depuis son arrivée à l'hiver dernier, il a éteint l'incendie. Les matchs contre les petites équipes, il les remportait. Contre les gros, il y avait 3 classes d'écart. Ok, on passe à la suite. Là, ce début de saison, normalement, on devrait sentir du mieux dans le jeu. On devrait avoir une patte à Habib Beye. Et bien ça, je l'ai pas. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal que Pierre Sage, qui est arrivé cet été, il me propose plus de choses, même si c'est un contexte particulier à 10 contre 11, mais au moins, je vois, tu vois, des intentions et tout. Là, c'est vraiment... on met 11 joueurs et après on se débrouille et malheureusement comme je vous le dis c'était trop du FC Expo individuel et quand c'est trop allez Fofana une percée, allez le Blas une frappe de loin, allez on va tenter un petit truc avec le Paul ou quoi, généralement quand tu commences à aller là-dessus ça sent pas bon, donc faut revoir pas mal de choses. C'est quoi un petit peu le calendrier de Rennes là à venir, parce que qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, petit René? Tu vois, là, t'as un calendrier quand même. T'as Le Havre, puis t'as Auxerre à la maison et t'as Nice qui sera en plein dans son marathon infernal. Même tous après, tu vois. Là, s'ils veulent être une équipe conquérante, il va falloir passer le petit coup d'accélérateur. Donc, non, franchement, le match Rennais ce soir, il est pas bon, il est pas très intéressant, même, j'ai envie de dire. Il n'y a pas grand chose à en tirer individuellement et collectivement. Et pourtant, t'as quand même un truc. Ouais, t'es à 11 pendant 90 minutes quand l'adversaire, il y a un joueur en moins. Et franchement, même si à la fin du match, bon, il y a eu des crampes, ils ont gagné beaucoup de temps, voilà. Mais ils ont fait le match qu'il fallait d'une équipe en infériorité numérique. Rennes, à aucun moment, on a senti cette envie d'être un rouleau compresseur et de faire mal à l'adversaire, quoi. Ouais, c'est vrai que Rongier est resté sur le banc après. C'est vrai que peut-être pour l'équipe... En vrai, Rongier, ce soir, quand tu vois le niveau de Thomas Sangaré, ça aurait été peut-être pas mal de le mettre un peu plus tôt. C'est vrai. Si jamais on devait se séparer de Bate, irait chercher qui? Alors, attention peut-être au concours de circonstances. Si jamais ça se passe mal pour Francaise à Nice, après Francaise, il a prolongé assez récemment. Donc, j'imagine mal un monde où Francaise démissionne assez vite. Mais c'est vrai que pour moi, je pense que Francaise serait, tu vois... Le profil idéal si jamais l'aventure n'allait pas plus loin avec Laurent Blanc. Laurent Blanc, le dernier passage en Ligue 1 était déjà difficile. Là, l'Arabie Saoudite, ça s'est terminé. Tonton Gassé, j'adore Tonton Gassé aux commentaires, donc laissons-le là-bas, quoi. Mais ouais, c'est vrai que Francaise, il faudra voir s'il y a un petit alignement des planètes. Après, ils ont quand même fait un mercato très très Ligue 1. Je pense qu'ils iront quand même chercher un francophone. Je pense que, tu vois, parce qu'il y a eu du Sampaoli, tout ça. Après, Sampaoli connaissait déjà la Ligue 1. Calendrier de Lens, on me l'a demandé. Lens avant la trêve. Ça va, Auxerre, ok, ça fait encore un déplacement. Ensuite, t'as 2 matchs à domicile, Paris FC Marseille. T'as un déplacement à Metz. Tu reçois Lorient et tu vas à Monaco avant la trêve de novembre. Donc il va être sympa le calendrier parce que t'as Paris FC, ouais, t'as de belles choses. Là, t'as moyen vraiment de t'installer dans le top 6 pour Lens, vu les matchs à venir et surtout vu l'état d'esprit. Ça, j'en suis convaincu. Le retour de Laszlo Bologna, quoi.
un coach genre Thiago Motta ou trop hipster pour cette équipe? En vrai, l'idée, elle est pas mal, mais est-ce que Thiago Motta, il a bien marché en Italie avant le crash à la Juve? Est-ce qu'il a pas envie, tu vois, d'avoir de nouveau un banc là-bas? Je sais pas. À voir, à voir. Mais c'est vrai que sur le papier, je trouve l'idée intéressante, quoi. Donc on verra, mais ouais, au global, extrêmement déçu du match de Rennes et pour l'instant de la proposition d'Abi Bey, on attend mieux. Ça reste un jeune coach, on peut lui laisser ça. C'est un coach voilà qui doit encore appréhender, découvrir certaines choses, mais au bout d'un moment, on ne pourra pas être éternellement dans la complaisance, dans l'indulgence. Il faut nous montrer autre chose parce que le match de ce soir et les sifflets à la fin, ils sont plus que légitimes. Mota, il est au chômage depuis la Juve, il n'a pas eu de nouvelles aventures. On remonte le temps, les amis. On va parler un petit peu de ce Strasbourg-Marseille. Et de la victoire de l'OM sur le fil avec un but de Murillo à la fin. Une très belle entrée de Robinho Vaz. C'est ouf parce que la première mi-temps marseillaise est très bonne mais ils ne marquent pas et finalement la deuxième est peut-être moins aboutie mais c'est là qu'ils marquent leurs deux buts et qu'ils vont chercher cette victoire au forceps. Mais comme je vous l'ai dit, au global, la performance marseillaise est vraiment bonne. Hein. Est vraiment bonne depuis le match du Real, même Lorient. Lorient, bon, après, il y avait un scénario particulier avec le carton rouge très tôt, mais c'est vrai que le match au Real, t'as vu que t'avais le niveau en Ligue des Champions pour aller embêter une équipe du chapeau 1. T'as fait ce match contre le PSG avec des circonstances particulières, mais il fallait quand même le jouer ce match. Et surtout, on savait que du coup, on dit ok, vous voulez jouer le lundi, maintenant c'est à vous de jouer. Et ils sont pas passés à côté. Défensivement, j'ai énormément apprécié la performance marseillaise. Là, pour le coup, ce qui fait la différence pour moi sur ce match, c'est aussi le banc. Je le dis, je trouve que c'est quand même un apport conséquent quand tu vois évidemment les entrées de Greenwood, de Robinho Vaz. Franchement, je crois que c'est un tweet de Matt Loricella qui disait Robinho Vaz, chaque entrée, elle est pertinente. Et ça, c'est ce qu'il disait Benassia sur les jeunes dans les documentaires. C'est que chaque fois qu'on te voit sur le terrain, c'est entre guillemets, on doit voir que toi. Alors évidemment, il y a 11 joueurs, c'est pas évident. Mais Robinho, il doit se montrer. Comme Bakola, comme Nadir, à chaque fois, ils doivent se mettre en avant. Et c'est le cas. Oui, non, mais franchement, même Pavard est très très bonne. Pavard, le centre aussi à l'origine. Emerson, non, franchement, c'est là où tu vois que ça fait la différence et que l'OM va avoir quand même deux équipes, va pouvoir faire tourner à tous les postes doublés et que même si peut-être tu as des postes qui sont moins forts par rapport à d'autres, tu as quand même l'opportunité, tu vois, de jouer avec ces temps de jeu, d'avoir une formule Ligue 1, une formule Ligue des Champions. Je pense que De Zerbi a quand même son 11 LDC en tête. Il faudra voir s'il reconduit celui contre le Real face à l'Ajax. Mais moi, j'aime bien, en tout cas, ce mercato parce que finalement, tu te rends compte que tu as eu de quoi faire sur... T'as terminé à temps, même si ça a été tendu. T'as perdu un petit peu de points en route sur le début de saison, mais quand tu vois la tronche de l'effectif, le visage du 11, le banc, c'est sûr que c'est propre, quoi. Pachao, tu vois quelque chose en lui au Futur Folk? Pachao, mon cher Mister, je remercie juste Anto pour le petit abonnement, merci beaucoup l'ami, super sympa. Pachao, en fait, c'est vrai qu'il n'y aura pas de juste milieu. Soit c'est un mec... Après, Pachao, il a ce truc pour lui, c'est peut-être qu'ils l'ont pris pour ça, c'est qu'il a une frappe de loin qui est monumentale. C'est un mec qui va déclencher et qui a un truc il fait 1m70, il paye pas de mine, mais il a la dynamite dans le pied. Le problème, c'est que pour l'instant, ça fait pas mouche, ça fait pas encore de stats. On sait que c'est un joueur qui revient petit à petit de blessure, qui doit réapprendre, mais voilà, ce qui est bien, c'est que même si Pachao n'est pas encore rodé, t'en as d'autres qui peuvent prendre, qui ont un statut, qui assument. Il y a d'autres recrues qui s'adaptent mieux que lui. Mais Pachao, tu vois, c'est vrai que c'est nouveau championnat, nouvel environnement, un transfert quand même colossal où il faut assumer. Je suis d'accord avec toi, soit ça se transforme en flop et avec le prix, ça peut rejoindre un Vitinha, soit c'est un mec qui peut t'offrir quelques buts un petit peu sensation. Faut voir sur, tu vois, par exemple, le OM Ajax de mardi, ça va être un super rendez-vous pour marquer ce premier but, un petit peu, sensation, quoi. Mais non, sinon, le match de l'OM, évidemment, Højbjerg au milieu de terrain, toujours aussi bon dans cette période, et il a fait partie avec Balerdi des joueurs qu'on a beaucoup critiqués, à juste titre au mois d'août, parce qu'ils n'étaient pas bons, qui se cachaient un petit peu, et qui même mettaient en difficulté leur équipe, et pour le coup, ça a été très fort. Medina, je l'ai trouvé quand même un petit peu en difficulté. Medina, je pense que lui, pour le coup, on pouvait s'attendre à une place de titulaire, mais je pense que Emerson est quand même
passer devant pour peut-être les configurations gros match. Après, c'était bien de le mettre là contre Strasbourg parce qu'il connaît la Ligue 1 et c'est un très bon joueur, Medina, hein, je l'enterre pas. Mais pour le moment, je pense qu'il est un petit peu en retrait par rapport à d'autres défenseurs. Que dire de plus? Bah, forcément, il y a côté Strasbourg un sentiment un petit peu d'inachevé. T'as des joueurs qui sont très très forts, des jeunes. Je pense que vous avez commencé à les citer. Oui, Gouiri a raté. Oui, Gouiri a raté. C'est vrai qu'Aubameyang sont remplaçants. Après, tu sais, ils se répondent un petit peu. Mais Gouiri a quand même fait un très bon match, je trouve, contre le PSG. Il lui a manqué que ce but. Ça aurait pu être un but de sensation avec la frappe sur la barre. C'est vrai que pour Gouiri, c'est un petit peu... ouais, c'est pas forcément son meilleur visage, quoi. Ça, je suis d'accord, quoi. Et oui, bonne question, c'est qui ce Maldera sur le banc de l'OM? Je pense que c'est l'adjoint de Zerbi, parce que Zerbi, vous savez qu'il a pris carton rouge contre le PSG, donc voilà, De Zerbi n'était pas sur le banc. Euh, ouais, Gouiri, le début de saison, il est... Voilà, on peut... Mais j'attends, parce que pareil, tu vois, Gouiri nous a fait quand même une deuxième partie de saison canon. Là, tu vois, il y a de la concurrence, il doit confirmer sur une saison complète. Moi, je me dis que Gouiri va encore faire. Mais c'est vrai qu'il est important, franchement. Il occupe l'espace et c'est un joueur techniquement qui peut aussi t'apporter beaucoup. On va pas, moi, je vais pas le mettre de côté. Pour moi, il reste encore titulaire parce que il t'apporte autre chose. Moi, j'aime bien cette configuration justement Gouiri pour démarrer et Aubameyang avec son punch encore, sa vivacité à 36-37 ans qui peut le faire. Et oui, évidemment, vous commencez à parler des Strasbourgeois, je voulais venir, Valentine Barco, c'est dingue, l'activité de ce gars-là, enfin, c'est fou, quoi. Pour tous les suiveurs de Football Manager, c'est un petit peu la fierté de voir le fiston enfin éclore aux yeux du monde entier, mais c'est vrai qu'on l'a connu plutôt en tant que latéral à gauche et au milieu de terrain, avec sa qualité technique, son pied gauche, sa vision, son activité tous les instants, c'est très très fort. C'est aussi un roublard, hein, parce qu'il y a une faute, tu vois, quand il se laisse un petit peu tomber, ça exaspère du monde. Mais voilà, ça fait partie aussi du petit vice nécessaire. Et à cet âge-là, certains vont dire que c'est trop tôt pour l'avoir. Moi, ça me dérange pas. Et Sarr derrière, Sarr, c'est extrêmement, extrêmement fort. Ouais, Doucouré aussi, Doucouré. Et Sarr, j'ai vu qu'apparemment, il pourrait être dans la prochaine liste du Sénégal avec les A qui pourrait choisir les A du Sénégal. On sait qu'il a été longtemps dans les équipes de France jeunes. Et ça, pour le coup, c'est super pour les Lions de la Teranga de récupérer un tel joueur parce que franchement, lui, pour l'avenir, il va te faire un bien fou. Moi, pour le coup, l'équipe de France, ça fait partie des très jeunes centraux comme Rouault, comme Jacquet, comme Yoro, que je surveille attentivement, même Tati, tu vois, si on va sur d'autres profils. Mais clairement, Sarr, franchement, depuis le début de saison, il est d'une sérénité, c'est magnifique. Et oui, Ismaël Doucouré, pareil. Bah, lui, pour le coup, j'aurais regretté qu'il parte cet été parce que je trouve que c'est un des joueurs qui est là depuis... Bon, il n'est pas là depuis très très longtemps, mais tu vois, ça reste quand même un cadre pour senior. Et c'est bien de l'avoir à ce niveau-là. Qu'est-ce qui a manqué à Strasbourg sur ce match? Bah... un petit peu de jugeote, un petit peu forcément d'efficacité. La différence pour moi, c'est jouer sur le banc parce que les entrants strasbourgeois n'ont pas forcément fait la différence, même si Panicelli a essayé de se mettre en évidence. D'ailleurs, l'action où Panicelli, vous savez, il termine KO et l'arbitre il laisse le jeu alors que Panicelli est quand même en train d'agoniser. Bon, des fois, je veux bien qu'on laisse le jeu, mais là, pour le coup, Panicelli, fallait le voir le garçon. Non, franchement, ce Strasbourg-là, c'est une équipe qui a beaucoup de qualités individuelles. Collectivement, on sait que Rossegnan nous a déjà proposé une copie. Là, pour le coup, je ressens quand même le fait d'avoir changé beaucoup de joueurs et de ne pas retrouver toute l'énergie du début de saison nécessaire. Par séquence, on l'a, à l'image du début de seconde période, ou même sur certaines séquences. Oui, alors évidemment, il y a aussi la séquence Aguerd et Emega. Certains ont dit Aguerd aurait dû prendre un deuxième jaune-rouge, qui fait la première faute et tout. Alors, différentes interprétations, mais j'ai vu que sur Téléfoot, en revoyant bien les images, le camion vert, tout ça, c'est bien Emega qui fait la première faute. Alors, ça se joue à quelques dixièmes de seconde entre le tirage de maillot et la petite claque. Mais du coup, apparemment, ça joue dans ce sens. Trop de turnover, ouais, je pense que Rossegnan, peut-être qu'il... Après, là, tu vois, quand même, je trouve qu'on a quand même un espèce de 11 titulaire qui se dégage bien. Je sais pas si se dégage bien, mais t'as quand même des tauliers que tu retrouves, des joueurs qui étaient déjà là l'an dernier. Emega, Le Maréchal, Morera, Doucouré, Barco, Guéladoué, Sarr.
t'as 4 entrants, Oxberg, Paes, Pender, Chilwell. Après, voilà, on sait que Rosenior, il a tenté un petit peu de donner du temps de jeu à des jeunes du cru, hein, El Mourabet, Ouattara, Panicelli ou Mobamidele qui revient de sa longue blessure. Il va encore. Ouais, c'est vrai qu'il y a Enciso aussi qui va arriver. Enciso, c'est un sacré garçon. Mais ouais, pour le coup, la perte de Bakwa, elle peut te faire du mal parce que, par exemple, ce match-là avec un Bakwa pour dynamiter, jouer rapidement en transition, je pense qu'il aurait fait, il aurait écœuré quelques joueurs. Mais voilà, je pense que Strasbourg va faire quand même partie de ce top 6 parce qu'il y a beaucoup de talent. Il faut voir que Rosignor, pour moi, on lui a mis beaucoup de joueurs dans les pattes, même si c'est dur pour eux, mais c'est aussi le principe de la multipropriété. Il va devoir faire un tri, hein. Pour moi, il va quand même devoir dégager un 11 Ligue 1, un 11 Coupe d'Europe et peut-être des joueurs entre deux. Mais c'est vrai que Strasbourg, il y a quand même eu des changements presque à tous les matchs, je crois. Là, pour le coup, ça ressemble quand même un peu plus à une équipe de, pas dire de gala, mais ça ressemble peut-être à ce qui peut se faire de mieux. Et c'était très intéressant parce qu'il y a des joueurs qui sont sortis du lot et d'autres qui ont été peut-être un peu plus décevants. La Conference League, c'est cette semaine, leur premier match contre le Slovan Bratislava. Et ouais, c'est vrai que Strasbourg-Crystal Palace, quand tu vois le niveau de Crystal Palace qu'a tapé Liverpool, ça peut être un vrai beau match. Ça peut être très sympa, très sympa à voir. Franchement, je pense que ce fameux 16e de finale de Carabao Cup, il va envoyer du lourd. Même, je vais pas parler de Gueladoué, mais Gueladoué qui avait aussi marqué contre le Paris FC. Son retour de blessure lui fait du bien parce que, pareil, superbe recrue. Pareil, Gueladoué, si le PSG était allé chercher en doublure pour sa défense, je pense que ça aurait été pas mal du tout, hein. Ça aurait été plutôt bienvenu. Et non, que dire de plus sur ce match. C'est vrai que l'OM a forcé sa décision. L'OM, tu sens que voilà, ils avaient la dalle à la fin, que la première période était très intéressante au niveau du jeu, que c'était un peu plus déconstruit en deuxième période parce que Strasbourg t'est rentré dedans. Strasbourg a fait beaucoup de percées. Il y a eu un gros boulot de la part des mégas, tout ça, pour essayer d'épuiser la défense. Et finalement, tu vois quand même que la défense de l'OM, elle tient la route un peu plus. Ouais, ce match saison dernière, tu le perds 1-0. Bah ouais, tu le perds 1-0 parce que t'es pas à la hauteur. Et là, pour le coup, tu sens quand même que le mercato te fait du bien parce qu'à la fin, tu peux faire entrer et des tontons et des jeunes qui ont la dalle. Et ça t'apporte une vraie belle victoire, quoi. Donc, ouais, juste le calendrier de Marseille à venir pour ceux qui voudraient s'en rappeler. Du coup, l'OM reçoit l'Ajax mardi 21h LDC, va à Metz. Après, c'est la trêve. Du coup, ensuite enchaîne Le Havre, déplacement Sporting, déplacement à Lens, réception d'Angers, déplacement à Auxerre, réception de l'Atalanta et tu reçois Brest. Il y a à boire, à manger. Il y a des matchs qui seront pas simples, tu vois. Genre le match à Auxerre, on sait que c'est toujours Bourbier. Le match à Lens, il va être très intéressant, je pense, à voir. Et tu as tes deux matchs de Ligue des Champions. De toute façon, je le dis, hein, là, l'enchaînement qui arrive pour Marseille, Ajax, Sporting, Atalanta, il faut prendre des points. Il faut prendre 6 ou 7 minimum pour être bien dans l'optique des barrages. Sinon, tu te compliques sérieusement la tâche. Et par rapport au niveau que l'OM affiche, et aussi, je vais pas me faire l'expert, j'ai pas regardé tous les matchs de l'Ajax et du Sporting, mais j'ai vu 2-3 trucs, il y a la place. Faut pas... On se méfie toujours des équipes européennes. On sait que nous, en France, un club français hors PSG, on a tendance des fois à se voir trop beau et à prendre des clims. Là, si l'OM perd, ils pourront s'en prendre qu'eux-mêmes parce qu'ils ont le niveau pour aller faire du 6 sur 9, 7 sur 9, quoi. Ça, je suis bien d'accord. Et Strasbourg, du coup, niveau calendrier, niveau agenda, ça reçoit... Du coup, ça va au Slovan Bratislava, ça reçoit Angers. Ensuite, retour de trêve, tu vas au parc. Deuxième match de Pipion League, Jagiellona, Białystok, les Polonais. Ensuite, tu vas à Lyon, tu reçois Auxerre, tu vas à Rennes. Oh, l'enchaînement Ligue 1, là, il va un petit peu piquer. Oh, t'as Strasbourg. Oh, l'enchaînement Strasbourg, là, il commence à être tu fais PSG, Lyon, Auxerre, Rennes, Lille, Lens, Brest, Toulouse en Ligue 1. Et au milieu de ça, t'as de la Pipion avec du Crystal Palace, tout ça. Oh, l'enchaînement Strasbourg, bon, on peut se moquer de la multipropriété et de faire 35 000 joueurs, mais bon, là, tu sens qu'il y aura besoin un petit peu de rotation. Ça, c'est clair, net. Ah, la théorie des deux Olympiques est en train de disparaître. C'est vrai que la théorie des deux Olympiques, vous le savez, c'est genre quand il y a un des deux, que ce soit l'OM ou l'OL qui est heureux, l'autre est au fond du trou. Et là, pour le coup, ça se passe bien pour les deux. L'OL a gagné son premier match en Europa League, elle allait faire son petit match, son hold-up au LOSC. Côté OM, t'enchaînes plusieurs succès, t'es plutôt bien. C'est vrai que pour une fois, c'est rare. Surveiller, hein, peut-être qu'il y a une éclipse, il y a une météorite qui va s'abattre, il y a le retour des dinosaures, mais ça n'arrive pas tous les jours. Donc
Profitez-en, supporters des deux Olympiques. On enchaîne avec un gros morceau, ce Lorient-Monaco. Évidemment, il y a tellement de choses à dire. Par où commencer? Bon, on va commencer par le positif. Un Pagis en cache un autre. Avec le doublé fantastique, un but en solitaire et un slalom dans la défense, et puis après une frappe magistrale. Pagistrale, hein, évidemment, ça avait été un des titres de l'équipe à l'époque. Entrée de surface, pleine lucarne, enfin, barre rentrante, j'ai ce qu'il faut. Et on sait que Pagis a dû toucher. Là, il n'y a pas besoin de test ADN, hein, que ce soit le footballeur ou même la chevelure. On sait que c'est le fils de Michael Pagis. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et on sent, évidemment, un truc super. Alors, c'est un joueur qui a fait beaucoup de belles choses en Ligue 2, pas encore forcément en Ligue 1, mais pour ce type d'équipe, Lorient, qui se cherche encore, avoir un mec, tu vois, qui peut déclencher à n'importe quel moment, là, pour le coup, c'est ultra bénéfique. Et j'ai le sentiment que, ouais, on va pouvoir un peu plus découvrir de Paolo Pagis cette saison, qui reste quand même un jeune joueur, hein, parce que c'est pas non plus un mec qui a quoi. Paolo Pagis, il a que 22 ans, il va avoir 23 en décembre, donc ça reste encore jeune à l'échelle du foot. Mais c'est vrai que son doublé est fantastique. Son doublé est fantastique. C'est 2 buts remarquables. Et ça fait partie des joueurs, évidemment, à suivre un peu plus dans cette Ligue 1. Monaco se fait avoir par l'arbitrage. Parce que, évidemment, ce carton rouge de Kehrer pour avoir revu et re-revu la faute du deuxième jaune, c'est... Je vais pas dire scandale, mais franchement, c'est abusé de la part de Rudy Buquet, qui est déjà bien content, bien heureux de pouvoir arbitrer de nouveau assez vite après la dinguerie de Rennes. Voilà, on dominait avant le rouge, c'est ça, exactement. Monaco peut en vouloir à arbitrage, mais Monaco peut aussi s'en vouloir à eux-mêmes, parce que le début de match était pas très bon. Sur coup de pied arrêté, t'étais en délicatesse à chaque instant. Tu ne sentais pas la sérénité. Tes leaders sur le terrain, que ce soit Biarrette Ikina devant, que ce soit Minamino, c'est vrai que le milieu de terrain, enfin Koulibaly, Thésée, Minamino, enfin c'était très particulier en termes d'animation. Et là, pour le coup, tu peux t'en prendre qu'à toi-même parce que t'as pas recruté. T'es là en mode si, Pogba il revient la semaine prochaine. Attends, mais on est déjà en décembre. Si, t'inquiète, il va revenir en 2027. Ah non, mais c'est déjà la saison d'après. Ah non, mais t'inquiète, il reviendra un jour. Là, Pogba, il aura déjà 43 ans, il sera à la retraite. Donc, moi, je veux bien y croire au retour de Pogba et je pense que ça va être une belle attraction pour la Ligue 1. Mais d'un point de vue sportif, voilà, c'est ça que j'en veux un petit peu à Skouro, dirigeant monégasque. C'est tu savais que l'an dernier déjà ça t'avait pénalisé quand t'avais que Camara, Zakaria et Magassa en backup, que quand il y en a un qui était moins bien physiquement parce qu'il enchaînait tout le temps, qui avait une blessure, la fameuse blessure de 2 mois de Zakaria, qui est là chaque saison, tu savais que tu avais le droit. Et tu n'as pas anticipé, et tu as fait le choix de pas recruter, et tu es trop prudent financièrement, et tant mieux si tu es content parce que tu fais des ventes, tout ça, et tu me parles de contexte, blablabla. Oui, on sait que c'est compliqué pour tout le monde, mais au bout d'un moment, tu as quand même touché un peu d'argent avec la Ligue des Champions. Oui, ok, est-ce que tu te mets en danger si tu recrutes un milieu de terrain à 8-10 millions d'euros, un mec pour faire, je sais pas, je veux dire une dinguerie, par exemple, si Monaco avait pris le Charles Van Hout que Nice a récupéré en sentinelle, tu vois, genre joueur d'équilibre qui est intéressant, tu vois, ça a coûté que 6-7 millions d'euros. C'est pas un joueur qui te coûte 60 millions d'euros. Moi, je veux bien l'excuse du mercato, que voilà, c'est compliqué, mais pour Monaco, je parlais pas forcément. Il y a des coups malins à faire, hein. Pourquoi est-ce que Lens a fait Sangara à 6 millions, que Monaco n'est pas allé chercher ce type de joueur? Il y a des bons milieux de terrain qui auraient pu t'apporter quelque chose. T'as fait le choix de ne pas recruter, et aujourd'hui tu le payes, et tu peux le payer même sur le moyen et long terme cette saison, quoi. Donc un match sans, un match à oublier, et même hein, c'est vrai que on le dit, hein, ils ont été réduits à 10, mais on a vu certaines équipes comme Lens proposer bien plus que ce que Monaco a pu faire, a pu montrer. Franchement, c'est une perf qui est totalement oubliée. Même un prépayant, je sais pas s'ils vont faire un joker médical, parce que vous savez que le fameux joker médical, c'est genre 3 mois de blessure minimum. Donc ça va pas être possible. Par contre, tu peux faire un joker, genre tu prends un joueur de Ligue 1, là comme ça, sec. Donc ouais, ça va être difficile. Lamine Camara, je crois que ouais, hein, je crois c'est 2 mois d'absence annoncés pour Camara. Plus qu'une simple entorse pour Camara, grosse inquiétude. Là, on connaît la durée d'absence. Hop.
Après Zakaria, Bamba et Golovin, Camara s'est également blessé ce vendredi à l'entraînement. Une entorse de la cheville gauche. On reviendra plus fort, a-t-il dit. Euh... Il a confirmé à 18h le forfait du milieu défensif. Je pense que son absence se rapproche de 2 mois. Je ne peux pas en faire une excuse, mais il nous manque 5 milieux défensifs, c'est pas facile. Bah oui, bon, le truc dit que quand même, ouais, ils attendent un éventuel joker. T'as Pape Cabral, c'est vrai, qui a fait son entrée. Hop. Ouais, du coup, t'as 2 mois la mine Camara. Bah, évidemment, qui c'est qu'il a en joueur majeur sur MPG? Hop, salut, c'est moi. Hein. Ça, c'est évidemment, c'est le genre de nouvelle qui fait plaisir. Mais ouais, ça commence à faire. A bien piqué pour cet ASM là. Alors oui, le petit rayon de CS, c'est Ansu Fati qui fait ses stats et qui va me faire fermer ma bouche à la fin de saison parce que moi je le voyais en flop. Mais voilà, après bon, si Ansu Fati marque 25 buts et que Monaco est 14e, bon oui, ce sera quand même une ambiance assez spéciale quoi. Le club doit profiter de la trêve pour séparer du Hutter. Le meilleur choix serait Motano. Ouais, c'est vrai qu'à 18h, on a senti des trucs sympas. On a senti d'autres choses moins bien. Ça a été beaucoup de haut et de bas. Et là, pour moi, le bas actuel, même si évidemment, tu as cette histoire d'infirmerie qui est une circonstance atténuante, mais il n'y a pas que ça. Et je sais pas si les joueurs ont lâché et tout, mais tu vois, la prestation à Bruges, elle me fait dire quand même qu'il y a une cassure à Monaco et que je sais pas si tu pourras t'en relever avec ce coach-là. Il y a eu la victoire à Metz, tu vois, mais t'as profité d'un Metz qui défensivement a fait à peu près n'importe quoi. Même toi, hein, t'as pris 2 buts, t'étais pas non plus hyper serein. Mais ouais, là pour le coup, c'est délicat. Défensivement, c'est vrai que c'est une équipe qui n'inspire aucune sérénité. Et ouais, Thiago Motta, tu proposes. Ah, Thiago Motta, on est en train de l'envoyer dans toute la Ligue 1, quoi. On va l'envoyer tout à l'heure justement à Metz, quand on va le dire. Mais non, franchement. C'est vrai que moi, le match à Bruges, dans les intentions, dans l'état d'esprit, tu vois, la Ligue des Champions, première journée, tu montres ça, c'est plus que poussif, quoi. C'est là, ouais, il y a une vraie division. Tu sens une vraie division. Apparemment, il faut qu'on aille voir le fameux calendrier de Monaco. Ça dit quoi pour les Monégasques? Allez, c'est parti pour le Hunger Games. Donc, Monaco reçoit City mercredi, fait le derby contre Nice. T'as la trêve, heureusement, en espérant qu'ils perdent pas d'autres joueurs sur blessure à ce moment-là. Ensuite, tu vas à Angers, tu reçois Tottenham. Tu reçois Toulouse, tu vas à Nantes, tu reçois le Paris FC. En vrai, le calendrier, il est intense parce que tu joues tous les 3 jours, mais t'as des équipes non plus, t'as pas les cadors du championnat. C'est des bonnes équipes, mais t'as pas non plus, tu vois, PSG, Marseille, Lyon, Lens. Bon, Lens, ils arrivent après, LOSC, tout ça. Ça peut aller, tu vois. Et Bodo Glimt, ouais, c'est vrai que l'enchaînement jusqu'à la trêve, il est quand même pas évident, quoi. Xavi, j'ai vu que Xavi apparemment c'était Manchester United qu'il attendrait la fin d'Amorim pour pourquoi pas aller là-bas. Xavi, ça fait partie ouais, des noms encore qui peuvent avoir un intérêt pour des clubs européens. Quoi. Ce Nice Super Nas va trouver les moyens de taper à U2. Ah bah très clairement, comme d'hab, un but de Jérémy Boga parce que tous les matchs de Nice à Monaco se débloquent sur un but de Boga et ça peut suffire pour faire la différence. Mais ouais, même un Nice malade. Il y a beaucoup d'équipes malades en Ligue 1 qui peuvent aller faire des résultats contre ce Monaco-là parce que défensivement, tu vois, même le choix d'Eric Dyer, je sais pas si on connaît le salaire qu'Eric Dyer prend, mais tu vois, justement, dire il n'y a pas d'argent à Monaco, oui, il n'y a pas d'argent, mais parce que tu as fait des choix de distribuer, quoi. Bon, alors là, Dyer, c'était 5 millions au Bayern, peut-être que c'est un peu moins à Monaco, mais quoi qu'il arrive, oui, c'est. T'as fait un choix, voilà, t'as décidé de miser sur des noms, sur des joueurs qui vont revenir. Mais bon, le marketing c'est bien, Pogba c'est une belle histoire, mais ce qui aurait pas fallu un mec fiable très très vite, quoi. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. On savait que pour beaucoup d'équipes, qu'il y avait un calendrier qui était hyper intense, que t'avais pas beaucoup de marge. Et prend un joueur en plus. Même Al-Mousrati, tu vois, Al-Mousrati, quand il le prenait l'hiver dernier, c'est pas un foudre de guerre, mais au moins pour la quantité, il est là et ça peut toujours servir d'avoir un milieu en plus là. Franchement, tu vas envoyer un milieu de terrain contre City avec quoi? Avec Minamino, Thésée ou le petit Bamba Thésée. Enfin, un truc. On te dit en début de saison, tu vas jouer contre City avec ça. Tu te demandes où est-ce que t'en es quoi. Là, c'est vrai, le retour de Jardim à Monaco. Est-ce qu'on va encore envoyer ce bon vieux Jardim à Monaco toujours? Thésée, ouais, le Thésée. Après, tu vois, comme je te dis. C'est vrai que Bamba aussi il est blessé. Ah non, mais c'est un enfer. C'est vrai qu'ils sont tous blessés, quoi, au milieu de terrain. Moi, je te dis, hein, quitte à envoyer un mec au milieu, moi, j'aurais envoyé d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, il n'y a peut-être pas encore l'énergie pour jouer à ce poste-là. Mais défensivement, c'est compliqué. Donc, moi, je te dis,
j'aurais pris là. En plus, il a déjà joué dans ce rôle-là à Tottenham. Donc non, non, il faut. Bah, le Joker, j'ai pas de nom. Parce que là, comme ça, c'est pas évident à trouver, tu vois. Faut que tu prennes un mec apte, tout ça, qui accepte, que le club accepte, parce que tu peux renforcer justement une équipe. Donc, c'est pas évident à aller dénicher ce profil, tu sais, de milieu supplémentaire. Ouais, autant jouer sans. Ouais, non. Là je pas le nom en France. En vrai, là, j'ai pas le nom du joueur. Après, tu vois, il y en a plein à Strasbourg, mais bon, je sais pas, est-ce que un Mathis Amougou, tu vois, est-ce qu'il pourrait l'obtenir en prêt? Je dis une dinguerie, hein, mais quitte à avoir un joueur dispo, bon, bah, il faut essayer, quoi. Kevin Danois, malheureusement, cours de saison au CER, pour moi, c'est impossible. Et sinon, Lorient, Lorient qui a profité de la petite circonstance du petit cadeau de Rudy Buquet, mais au-delà de ça, leur match est très bon. T'as enfin Bamba qui marque, qui remarque en Ligue 1. Kwasi, très belle pioche à la Sage Ajaccio. On sait que la Sage Ajaccio a chuté avec la DNCG, liquidation, et reparti en 7ème division, donc t'avais peut-être des coups à faire. Et eux, le petit Kwasi, qu'on avait déjà vu faire un bon match, je trouve, contre Rennes, dans un contexte un petit peu similaire. Même avant au milieu de terrain, j'ai trouvé ça très très bon. Et finalement, l'entrée de Pagis pour sublimer tout ça. Mais ce Lorient-là, bah voilà, hein, qui prend encore une victoire, qui s'offre. C'est vrai qu'au Moustoir, depuis le début de saison, t'as eu 4 et 8, t'as eu 16 buts. T'as eu 16 buts en 3 matchs. C'est quand même pas mal. Hein. Si vous voulez du spectacle, hop, vous pouvez aller dans le Morbihan. Vous allez vous régaler. Et pour Pantaloni, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, non, mais à Mougou, tu vois, j'imaginais en fait un effectif de Ligue 1 où il y aurait beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Et tu vois, même ça aurait pu être intéressant, tu vois, sur le papier, mais ça va être dur quand même d'aller trouver ce gars-là en Ligue 1. Et que après, bon, t'as André Gomes à Lille, mais bon. Est-ce qu'André Gomes, tu vois, qui est physiquement pas encore. Enfin, qui est plus à 100%, autant prendre personne, tu vois, des fois, et garder ton joker. C'est toujours la même question. Match suivant, les amis. On va aller du côté du Stadium. Et ce match eu de partout entre le TEF et le FC Nantes. Le FC Nantes qui s'en sort bien. Le TEF qui a été intéressant, qui a eu pas mal d'occasions. Anthony Lopez a été encore une fois très très bon. Et ça n'a pas suffi pour aller chercher cette victoire. Et dans l'autre sens, je trouve que Nantes aurait pu peut-être un peu mieux jouer le coup parce que tu as quand même été assez efficace. 2 tirs cadrés, 2 buts. T'as aussi un petit peu croqué, mais t'as pu voir par intermittence qu'il y a des choses qui sont très très bien. Ablin, l'action sur le premier but, quand il décide d'y aller tout seul, bah voilà, là tu vois enfin le Ablin, le gars un petit peu, le gros bonus de ton front d'attaque, le gars supérieur. Et là, il a apporté beaucoup de choses et ça a permis à l'ado de marquer derrière. Alors j'ai énormément aimé le match de Le Penant, mais j'ai vu qu'apparemment il aurait une fracture du tibia, que ça va peut-être sortir en termes de nouvelles et de mauvaises nouvelles pour Castro, parce que Le Penant, ça fait partie des joueurs que je trouve qui se sont bien relancés du côté des Canaries depuis un an. Et ouais, ça va faire une solution en moins, mais franchement, il a fait un très très bon match lui pour le coup. Et j'ai bien aimé aussi quand même Tati Awaziem encore une fois, même si tout n'est pas parfait, que ça peut être encore, voilà, des fois tu as des réglages à trouver pour Tati, mais franchement, Tati c'est très très jeune et franchement il fait un début de saison qui est pas mal, hein, à son âge, dans la situation du FC Nantes. Et c'est bien, tu vois, il y a eu des choix de la part de Castro que je comprends. Ouais, Kodza sur le banc, Leroux, je sais que Leroux, il avait déjà joué dans ce rôle un petit peu de côté gauche, et c'est un joueur un peu hybride, qui est très intelligent, donc qui s'adapte là, ça ne m'étonne pas. Et voilà, et en plus il marque sur coup de pied arrêté, et tu vois, il marque de la tête au milieu de Nicolas Hyssen, Cresswell, McKenzie, qui font à eux trois la taille de la tour Montparnasse. Donc franchement, il s'en est très très bien sorti sur le coup. Il a été malin dans son placement. Mohamed, c'est logique. Mohamed, à l'image de l'occasion qu'il rate contre Rennes, et Mohamed, je pense pas qu'il soit Castro compatible. Pour moi, l'histoire de Mohamed aurait dû se terminer cet été avec le FC Nantes, parce que il fallait peut-être trouver un autre profil de neuf. Et là, Ablin, dans ce registre-là, je trouve bien meilleur, bien plus pertinent. Sinon, côté Toulouse, Boho qui est sur le banc, qui rentre, qui marque très très vite, et qui fait la petite célébration un peu mécontent pour faire comprendre que
Il veut plus, le garçon, mais ça lui nous montrer parce que Gbo, pour moi, sur le potentiel, d'un point de vue technique, ça va être un des meilleurs joueurs du championnat. Et très clairement, je trouve qu'il est trop sur courant alternatif et il doit nous offrir plus. Il doit nous offrir plus. Et c'est très bien, peut-être que de la part de Martinez, Novell, de l'avoir un petit peu titillé, de l'avoir mis sur le banc, parce que pour le coup, ça marque très vite. Et Donum, alors Donum, pareil, encore une fois, dans les joueurs qui ont le plus progressé, on va le répéter encore et toujours, mais lui il se situe très très haut parce que bah, la passe, l'ouverture qu'il fait, en plus il fait une ouverture qui est très intéressante où il se met un petit peu vraiment juste devant la défense, il prend le temps, il se décale intérieur pour envoyer une superbe passe pour Beau. Alors pour le coup, l'alignement de la défense nantaise, j'ai loué Tatia Oisième, là pour le coup c'était un petit peu les portes ouvertes, hein. C'était le c'était les portes du saloon quoi. Là t'avais vraiment bip bip coyote, hop on met un grand coup et allez on va se servir le petit truc qu'il faut, et là bah Beau il s'est engouffré dans la brèche, et de nous pareil. Alors j'ai vu une séquence intéressante avec Lopez qui critiquait la course d'élan de Nounou, mais qui disait bah, c'est vrai qu'il y a tellement d'avantages aux attaquants par rapport aux gardiens, donc il a un petit peu pesté contre ça. Mais au-delà de ça, bah, Nounou, c'est encore un but, une passe D, c'est vraiment un des meilleurs joueurs de Toulouse et un des joueurs les plus réguliers du championnat. Faut le dire, hein, c'est pas parce que voilà, il y a évidemment d'autres joueurs dans d'autres grosses équipes qui éclaboussent tout ça, mais Donum, vraiment enchanté de plus en plus par ce qu'il produit. La première d'Emerson, pas forcément hyper concluante, mais je préfère voir ce Emerson-là qu'un Franck Magri qui, même s'il a marqué 3 buts, m'inspire pas forcément beaucoup de choses pour le reste de la saison. Ouais, les courses d'élan comme ça rend fou. Bah, en fait, Lopez, pour moi, il a raison. C'est dans le sens où tu pénalises tellement les gardiens et tu donnes beaucoup plus d'atouts, d'avantages aux tireurs. Ça, ouais, c'est au bout d'un moment, bon, ils peuvent pas non plus, tu vois, se mettre de la glu sur les crampons et rester sur la ligne, quoi. Faut aussi avoir un petit enjeu. Alors, je te demande pas d'avoir Sergi Loudec qui va arrêter le penalty de Milan lors de la finale de Ligue des Champions 2005, qui va carrément au point de penalty pour s'interposer. Hein. Mais il y a peut-être ouais, un petit truc à revoir là-dessus. Il y a peut-être un petit truc à revoir là-dessus. Et non, le raté de Guirassy. Oh, le raté de Guirassy. Ah, pour le coup, quand je te dis que Nantes aurait pu être un peu plus malin, c'est très clairement ce raté qui va rester en tête. Parce que bah, la séquence est belle, arrivé à 91e minute, il est seul second poteau, et il a vraiment le champ, et après bah, ça s'envole tellement au-dessus. C'est même pas le raté où ça va sur le gardien, comme tout à l'heure, Correa sur Griffe, mais là c'est vraiment le raté qui il est terrible. Là il est vraiment terrible. Donc c'est un match difficile à évaluer, à aborder, et on va voir un petit peu comment ces deux équipes vont s'en sortir par la suite. Moi, Toulouse, je trouve qu'il y a quand même un truc un petit peu à appuyer. T'es pas loin d'avoir un 11 et une équipe qui peut embêter encore plus de monde et qui peut vraiment aller chercher le top 10, enfin la première partie de tableau. Mais, je sais pas, il y a encore des réglages à avoir. Et des fois, il y a trop de différence entre les titulaires, les remplaçants, les joueurs en forme, pas en forme. C'est dommage parce que je trouve qu'il y a quand même une équipe pas mal du tout à Toulouse pour aller chercher mieux, quoi. Du coup, Toulouse qui va se déplacer à Lyon week-end prochain. Ensuite, réception de Metz, qui vont à Monaco, ils reçoivent Rennes, ils reçoivent ils vont à Lorient, ils reçoivent Angers. Alors en vrai, le calendrier de Toulouse, il y a vraiment moyen, s'ils font pas les cons, de se retrouver première partie de tableau, quoi. Là, je trouve que c'est vraiment ça peut être un truc à jouer qui peut être assez intéressant pour eux. Et côté Nantais, bah, Nantes est 16e avec 5 points. C'est vrai qu'il va falloir alors, ils marquent un peu plus. Ils ont marqué 2 buts contre Rennes, ils ont marqué 2 buts contre Toulouse. On sait que ça a bloqué à ce niveau-là, mais il va falloir un petit peu aller chercher des victoires. Là, tu vas à Brest samedi prochain, ça c'est vraiment le match. T'aimes pas aller à Francis Leblay, même si on sait que c'est plus le Francis Leblay Prime de 2023, mais c'est jamais un déplacement évident à aborder. Ensuite, tu reçois le LOS, tu vas au Paris FC, tu reçois Monaco. Après, c'est vrai que pour eux, l'instant de vérité, ce sera novembre. Metz, Le Havre, Lorient. Là, c'est vraiment ton championnat. C'est là où tu dois être intraitable et prendre les points pour t'offrir un petit matelas et aller chercher voilà, un ventre mou avant de continuer le reste du championnat. Ouais, c'est vrai que Brest-Nantes, j'ai l'impression que ça se passe pas souvent très bien. Salut Anne oui, évidemment qu'on a parlé de Pagis. On a parlé de Pablo Pagis. Donc si tu veux revoir ce que j'en pense après,
T'imagines bien qu'on a été élogieux, mais ce sera dans le replay que je mettrai dès la fin de ce live sur YouTube. Prochaine rencontre avec ce Paris Saint-Germain-Auxerre. Un soir particulier pour le PSG. Des joueurs blessés préservés avec Vara Vitinha. Un match au petit trot, mais moi je sais qu'il y a certaines personnes qui critiquent le PSG par rapport à leur attitude et ce qu'ils proposent contre voilà, les remplaçants qui se font pas assez violence. En vrai, quand tu as autant de turnover, bien sûr que j'attends encore plus de Mayoulou, Dembaye. Bon, après, il y a des joueurs, on va tomber dessus. Gonzalo Ramos, il y a un vrai problème. Gonzalo Ramos. Après, Gonzalo Ramos, je le garde parce que c'est toujours bien d'avoir un pur numéro 9 dans un effectif. Mais Gonzalo Ramos, bah écoute, si pour toi, tu juges nécessaire d'être seulement un super sub et pas plus, alors que tu as quand même coûté 90 millions d'euros et que tu nous as montré des belles choses à Benfica, avec le Portugal, sur certaines séquences avec le PSG, à lui d'aller chercher plus. Mais là, sur ce genre de match, je suis Luis Enrique, évidemment que je préfère mettre encore Mayoulou en 9, parce que là, le match, il a été compliqué. Face à une défense, tu vois, si West ira le tac pas, alors évidemment, c'est une défense à 3 pour un 9. C'est pas évident à aborder, mais lui, il a jamais pesé. Je sais qu'il a eu 2 dans l'équipe. Et c'est vrai que Gonzalo Ramos, ça fait 4 mois qu'il a pas marqué en Ligue 1. Et ça continue encore et encore. Les matchs décevants, les matchs un petit peu sans peps, quoi. Enfin, le mec, je vous le dis, il a pas envie d'aller chercher mieux que sa place actuelle. Écoute, je peux comprendre, hein, il y a un gros salaire, il y a la vie parisienne, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais sur le terrain, c'est tellement insuffisant, quoi. Même l'équipe, c'est en Ligue 1, ça tient la route, on écrase le championnat. Ah non, mais de toute façon, cette équipe, il te manque quoi? Il te manque comme titulaire le latéral droit, les 2 centraux, le latéral gauche. Il te manque 2 milieux de terrain et il te manque 1-2, donc ça fait 4. Ouais, il te manque 8 titulaires, quoi. Et pourtant, sur le papier, oui, ça reste. Allez, peut-être que l'OM, si tu fais vraiment 34 journées, ce 11-là et le 11 de l'OM, je pense peut-être qu'il y a match. Mais globalement, oui, ça pour le coup, c'est très facile en Ligue 1. J'ai quand même bien aimé Mbaye. Hein. Mbaye, il montre que Luis Enrique a eu raison de miser sur lui, quand bien même certains étaient dubitatifs par rapport à ses entrées, ce qu'il a pu montrer. Mais moi, je comprends pourquoi il insiste avec lui, parce que il va encore grandir. C'est qu'un 2008, hein, pareil, hein, c'est extrêmement jeunot. Et s'étoffer et apprendre. Et j'aime bien. Non, mais c'est ça, en fait, il y a beaucoup de Titi, de jeunes, et gens qui disent ah c'est ça le PSG, c'est ça le visage. Bah oui, en même temps, pour moi, j'attends plus de d'Auxerre qui se dit il y a un PSG prenable que ce PSG qui est en mode gestion. Ils sont en mode gestion, c'est normal, ils ont tellement de blessés, ils doivent préparer leur gros match à Barcelone. D'ailleurs, ce match de Barcelone, je pense qu'il avait bien en tête. Et pour le coup, tu vois, Lucien Riquet dans ça. Mais c'est vrai que tu as fait rentrer Djantou, tu as fait rentrer Jean-Jal, tu avais aussi d'autres jeunes. Hein, tu avais Slama, tu avais Kafi sur le banc. Tu en avais, hein, tu vois, des joueurs. Tu n'as pas fait rentrer Nuno et Pacho. C'est positif. Après, Hakimi qui a dû rentrer un peu plus tôt par rapport à Vitinha qui est sorti. Mais et Zabarni, oui, Zabarni, c'est vrai. Zabarni, c'est vrai que il a fait au-delà de son but. Moi, j'ai adoré son match au Vélodrome. Je crois que c'était le Parisien à ressortir parce que vraiment dans les duels, il a été monstrueux. En fin de match, il a un peu plus souffert quand Aubameyang est rentré et qui lui a fait du mal sur 2-3 sprints. Mais sinon, Zabarni dans les duels et même dans la relance, c'est quand même pas mal du tout. Et tu comprends pourquoi ils sont allés le chercher. Et lui, il peut te faire du bien dans une base à 3, tout ça. Non, c'est vrai que, comme tu dis, Sauveur, il domine franchement, ça sent qu'il vient de Première Ligue. Il vient de Bournemouth, et d'ailleurs dédicace à Bournemouth parce que Bournemouth, ils ont vendu Huysen, ils ont vendu... comment il s'appelle, Zabarni, et ils sont quand même dans le top 5 de PL. Donc tu vois, comme quoi, quand t'as une équipe qui est bien gérée, tu peux perdre du beau monde, et là tu peux réussir à te renouveler. Sinon, non, le match est quand même, voilà, il était, ouais, Kerkez, bien sûr, Kerkez. Tu vois, je savais qu'il me manquait un nom. Je me disais, est-ce qu'ils ont quand même perdu aussi un troisième défenseur, ou est-ce que c'était plus haut devant? Et c'est bien Kerkez également. Donc, après, il y a Ouattara, mais Ouattara n'était pas forcément un titulaire indiscutable qui a fini à Brentford. Mais c'est vrai que Kerkez, et tu vois, là, pour le coup, gros mérite à Iraola. Mbaye, j'ai rarement vu aussi mauvais en Titi. J'aime pas les Titi de base, par expérience tout le temps désastreux, mais là, c'est un console niveau affiché. Franchement, Fur Atlas,
je trouve qu'Mbaye a pas forcément fait toujours du bien, mais là sur ce match d'Auxerre, je trouve qu'il y a du positif par rapport à ses autres sorties, et faut pas l'enterrer, l'accabler. Enfin, t'as pas le même niveau d'attente entre Mbaye et Gonzalo Ramos. Là pour moi, Gonzalo Ramos, tu peux quand même tirer à boulet rouge, genre qu'Mbaye, tu vois, il y a un contexte à prendre. Tu vois, enfin, en plus, tu sais, il fait 90 minutes en Ligue 1 2008, hein, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal du tout. Donc, est-ce que le PSG est prêt pour le match de Barcelone? C'est un match à part. Je sais qu'il y a un dénommé Lamine Yamal qui est revenu ce soir contre la Real Sociedad. Deuxième ballon touché, il fait une passe décisive. Troisième ballon touché, il fait virgule petit pont. Donc lui, pour le coup, je sais pas s'il sera titulaire lors du match Barça-PSG, mais il sera là en sortie de banc. Et un Yamal comme ça, on a hâte, hein. On a hâte de voir ce Barça-PSG parce que, comme je vous le dis, les deux communautés vont se foutre sur la tronche et on attend que ça. Mettez-vous dessus, allez, faites de la castagne sur les réseaux, ça vous régale. Et côté Auxerre, j'ai bien aimé quand même le milieu de terrain d'Ano Owusu. J'attendais plus de certains, type Sinayoko. Justement, est-ce que Sinayoko, tu vois, aller chercher un Beraldo, aller faire du mal comme ça, Casimir, Namasso, même l'entrée de Mara. J'ai trouvé ça, il y a eu trop de respect envers le PSG, mais après, le 11 d'Auxerre est super intéressant. Mais encore une fois, le 11 titulaire du PSG, il n'y a pas photo par rapport à Auxerre. Même si, tu vois, tu peux te dire, bon, Danois, Mayoulou, tu vois, tu as peut-être des postes par poste, tu peux dire, tiens, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour cette équipe de la GIA, tu sens que même un PSG bis, c'est inaccessible. Et ouais, peut-être se faire un peu plus violence, mais je leur en veux pas, parce que quand tu vois encore une fois les noms sur la pelouse et les montants, parce que aussi, hein, quand tu vois la différence, hein, Gonzalo Ramos, je pense que c'est le double des investissements de la GIA depuis 5 ans. Donc c'est au bout d'un moment, ça peut piquer. Ouais, c'est vrai que 2 buts sur coup de pied arrêté, c'est rageant. C'est vrai que ça s'est joué là. Et Beraldo aussi. Beraldo, on a beaucoup de doutes sur son niveau défensif parfois, même s'il a déjà fait des matchs, voilà, notamment contre Aston Villa qui était bien. Beraldo, coup de pied arrêté offensif, est souvent bien placé. C'est vrai que c'est un apport conséquent. Et ouais, c'est aussi un atout supplémentaire pour ce PSG-là. On sait qu'avec Marquinhos, pendant pas mal d'années, tu as eu quelque chose. Ouais, tu sens que tu marques un peu plus sur CPA. Et ça peut te faire de la différence. Ouais, juste le rappel du calendrier du PSG qui va pouvoir souffler avec la trêve. Du coup, tu as... c'est vrai que tu vas au LOSC dimanche soir. Il va être pas mal ce match, hein. Il va être pas mal, pas mal. Barcelone PSG, Lille PSG. Donc ça, vraiment bien. Et ensuite, tu as PSG Strasbourg, retour de trêve, Leverkusen PSG, Brest PSG, Lorient PSG, PSG Nice. Le PSG Bayern, ça paraît, le PSG Bayern contre le Bayern de compagnie qui est une super béquille depuis le début de saison. Ça va être génial. Et le Lyon PSG avant la trêve. Oh, miam miam. Il va être bien ce calendrier. Il va être très très bien. Ouais, l'enchaînement Strasbourg, Leverkusen, déplacement à Brest. Ça va être, sympathique à voir. Et côté AGIA, juste pour se remettre peut-être le calendrier des prochaines échéances. Prochain match, du coup, tu reçois Lens. Ensuite, tu vas à Rennes, tu reçois Le Havre. Tu vas à Strasbourg, tu reçois l'OM. Tu vas à Angers. Non, cette AGIA-là a peut-être un peu de mal à décoller parce que tu as 2 victoires et 4 défaites, mais tu sais que tu as quand même un 11 titulaire qui est pas mal. Un peu plus de doute sur le banc, mais l'AGIA peut faire mieux. Ça, c'est clair. Je leur en veux pas sur ce match-là. C'est le match de gala, donc peut-être essayer un peu plus, être moins respectueux. Mais c'est une équipe qui va encore poser des soucis dans cette Ligue 1, ça j'en suis convaincu. Prochain match, et on arrive sur la journée d'aujourd'hui, et ce Nice-Paris FC. Drôle de match, parce que pas forcément hyper, je vais pas dire intense, mais tu vois, par rapport à l'intensité, même du Rennes-Lens ou du LOSC Lyon, j'étais un petit peu déçu. Mais un match, on s'est dit, tiens, entre une équipe habituée de Ligue 1, voilà, top 6, top 8, mais qui est malade, et un Paris FC ambitieux, qui pouvait avoir... et surtout que Nice avait joué en cours de semaine, malheureusement, encore et toujours des démons qui rattrapent... Nice. Alors en plus, comme tu dis, Briscoe, Bocama pour les supporters niçois. Ceux qui n'ont pas subi, c'est qu'il y a eu des chants en tribune rapportés aux délégués par l'arbitre, et c'était des propos homophobes, et ça a été interrompu à 2 reprises. Et forcément, Nice à ce moment-là menait 1-0, et très très peu de temps après, penalty concédé
par le PFC sur la main de Bombito. Et le Paris FC avec le penalty bien tiré par Crasso qui s'en sort avec un nul. Eux ils sont contents parce que là, ça permet de faire un point à l'extérieur contre une équipe peut-être concurrente pour les places européennes, mais si je pense que ce Paris FC sera peut-être plus ce ventre mou un plus. Mais ouais, ce Nice-là, dans la continuité de ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est sur courant alternatif. T'as eu du très bon avec la passe de Shaw, la passe cachée de Mohamed Ali Shaw, qui est très belle pour Sofiane Diop et la finition qui est nickel. T'as eu des bonnes interventions en première période. J'ai bien aimé le match de Mendy. Je trouve qu'il y a des joueurs qui ont fait leur match et d'autres où franchement Terem Moffi, t'as le match de Terem Moffi. Alors c'est un peu comme Gonzalo Ramos, hein, mais à différents niveaux. Hein. Mais Terem Moffi n'est plus que l'ombre de lui-même. Terem Moffi c'est effrayant. Franchement, il fait peine à voir. Alors de temps en temps, il peut marquer un petit penalty contre la Roma en Europa League. On peut lui faire plaisir. Mais je me demande si un jour on reverra le Terem Moffi de Lorient et des débuts à Nice. Parce que parmi les joueurs qui ont plus subi les croisés, retour de croisés, c'est chaud pour lui. Offensivement, Nice c'est tellement le néant. Alors que tu as des bons attaquants. En fait, Nice, pour moi, je sais pas, t'as Kevin Carlos que t'as recruté. Il y avait un supporter balois qui était venu nous dire Kevin Carlos, il rate une occasion sur deux, c'est hyper frustrant. Bon, Nice, ils ont pas besoin de ça. T'as Isaac Johnson, 10 millions d'euros, pour l'instant, c'est très très léger. Jérémy Boga, en fait, t'as des joueurs, tu vois, le trio Shaw, Diop, Boga, c'est tellement sur courant alternatif, mais quand ils sont sur. Désolé, je crois que depuis le début de live, je dis beaucoup courant alternatif. C'est pas un live d'électricien, c'est vraiment un live foot. Boga, Diop, Shaw, c'est quand même eux qui ont les clés pour élever le niveau de Nice, parce que pour moi, c'est des joueurs techniquement et même par rapport juste au niveau qui sont supérieurs par rapport au reste. Et c'est à eux de tirer vers le haut. Et on sait malheureusement que c'est des joueurs qui peuvent manquer un petit peu de régularité, de fiabilité, qui ont du mal à enchaîner d'un match à l'autre. Mais pourtant, c'est eux qui, pour moi, doivent porter ce Nice-là. Ce Nice actuel, ils ont besoin parce que on sait que d'un point de vue du potentiel, c'est des joueurs, exactement. Là, on est sur les vannes, de physique chimie, des cours de 5e. Nice, c'est plus que mettre les doigts dans la prise. Là, t'as envoyé un générateur dans une piscine, parce que niveau saccage, niveau début de saison, où tu peux avoir des regrets et surtout t'es inquiet pour la suite, parce que là, t'as perdu à Brest et t'as fait nul contre le Paris FC. Et il y a pire qui arrive, les gars. Là, derrière, c'est l'enchaînement, c'est force à eux. Alors, il y a 2 matchs là avant la trêve, donc ils vont pouvoir souffler. Fenerbahçe, Monaco. Et ensuite, allez, c'est parti. Le tunnel, comme d'hab. On le fait à chaque live, mais tant mieux, parce que je pense que ça permet de rappeler à quel point Nice risque de souffrir. Tu reçois l'OL. Tu vas au Celta Vigo, tu vas à Rennes, tu reçois le LOSC, tu vas au PSG, tu reçois Fribourg, tu vas à Metz, tu reçois l'OM, tu vas à Porto, tu vas à Lorient, tu reçois Angers, c'est interminable jusqu'à Noël, quoi. T'en peux plus, quoi. Il y a aucun moment où tu souffles. Et même premier match de l'année, tu reçois Strasbourg. C'est vraiment la folie pure. Mais voilà, t'es une équipe européenne, tu t'es battu pour ça. Maintenant, à toi d'assumer. Après, que t'aies fait le mercato, que t'aies une équipe qui soit bien ou pas bien, là maintenant c'est à toi ta vérité, quoi. Tu reçois Angers, tu souffles, je sais pas, ça va, non? Ouais, tu souffles, mais tu souffleras du coup le 7 décembre. Là t'as 2 mois et 1 semaine à tenir, où ça va être vraiment vraiment rude pour eux. Franchement, je sais pas quand ils vont s'en sortir, mais il faudra encore une fois, je le dis, que soit les jeunes, parce qu'encore une fois, le meilleur défenseur central de Nice, c'est Dante, et il a 41 ans, mais il faudra que Bombito, Pepra Opong, Mendy, tu vois, même Djoumaba, j'aime beaucoup, mais que eux aussi se mettent, en fait, il va falloir que tout le monde vraiment mette un curseur supplémentaire, parce que sinon, tu peux aller tout droit vers la catastrophe. Et la catastrophe, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement faire encore 33e, 34e sur 36 en Europa League, c'est être hors du top 8 en Ligue 1, parce que quand tu vois le début de saison, quand tu vois cette espèce de timidité, ce Nice-là, pour l'instant, il est loin de... Ouais, ils sont 12e, 2 victoires, 1 nul. Ils ont 7 points. Alors tu me diras, Rennes n'est qu'à 9. La 5e place n'est qu'à 3 points. Mais il y a le contenu et il y a les résultats. Et là, pour le coup, les deux sont largement suffisants. Franchement, c'est pas dingue. Côté Paris FC, j'ai bien aimé le match d'Otavio, parce qu'Otavio, ça fait partie des joueurs qui ont pris un peu cher sur le début de saison, parce qu'évidemment il a été recruté pour 17 millions et le pauvre il n'a pas beaucoup offert de garantie, mais je trouvais quand même que son match a été pas mal.
Grosse activité du milieu de terrain. J'ai été un peu déçu de l'attaque parce que je trouvais que justement, avec la jeunesse niçoise, que Simon, Jebels et Keval, d'ailleurs, c'est pas un hasard si tous les trois étaient sortis parce que je trouve que c'est peut-être leur match le moins abouti. Mais là, tu vois, il y a moyen de faire un peu plus mal parce que tu as une configuration à aller chercher des jeunes centraux qui sont pas forcément encore, tu vois, hyper impliqués. Bah, Amari Traoré, il est, tu vois, c'est un joueur, voilà, on va dire 5, 6 sur 10. C'est pas encore le grand Amari Traoré époque Stade Rennais, mais on sait que c'est un joueur qui doit reprendre petit à petit. Ouais, l'entrée d'Ikoné, elle est pas mal. L'entrée d'Ikoné, pour le coup, lui, on sait qu'il y a eu pas mal de renforts sur le front de l'attaque et des joueurs qui sont encore là. Donc il va peut-être avoir son petit mot à dire. Nkambadio, ouais, Nkambadio qui fait de plus en plus de perfs intéressantes. Donc lui, pour le coup, on sait que ce que je dis tout à l'heure pour Risser, c'est pareil, hein, c'est le cap Ligue 2 Ligue 1. C'est pas toujours évident pour un gardien parce que dès la première erreur, tu vois, tu peux douter, tu sais que ta place elle est en jeu. Là, Nkambadio, on lui ramène Kevin Trapp. Pour l'instant, c'est vraiment bien ce qu'il réussit à faire. Ouais, Les Melou, non, mais le milieu de terrain. Alors, du coup, j'ai appris un truc parce que j'étais étonné quand même de ne pas voir Marchetti dans le groupe titulaire. Et figurez-vous que Marchetti est puni parce que lors du match à Brest où il marque, il fait un doigt sur la bouche au staff du Paris FC parce qu'en gros le Paris FC avait envoyé le petit Camara à l'échauffement en mode bah tiens peut-être pour remplacer Marchetti et il a très très mal pris le Corse et du coup il n'a pas été dans les 2 derniers groupes donc j'ai lu l'après, j'ai lu l'équipe, je crois que c'était l'info dans ça, donc voilà un petit doigt à destination du banc, il a été j'ai envie de dire logiquement parce que voilà c'est un geste d'humeur qui ne se fait pas par rapport à son propre staff, donc voilà pour ceux qui se demandent où est passé Marchetti, il est en tribune, l'ami Vincent. Prochain match, les amis. Et là, on va évoquer forcément un gros morceau avec ce LOSC OL et cette victoire de l'OL. 5-2 au niveau des tirs côté OL. 5 tirs pour 2 cadrés. 14 pour le LOSC et seulement 3 cadrés. Et là, ça va parler parce que forcément, le match n'a pas été consistant. Il y a eu beaucoup de termes qui ont été employés, hold-up, braquage. Je suis d'accord avec pas mal de déclarations. Hein, le fameux, si ce match on le rejoue plein de fois, le LOSC, la pièce, elle va tomber à chaque fois de leur côté. Mais pour le coup, j'en veux quand même beaucoup aux Lillois qui ont eu des occasions, qui ont eu des opportunités, qui ont été très maladroits. Franchement, là, c'est beaucoup trop tendre dans la surface. Griff sort 2 arrêts extraordinaires. Il y en a un qui est sur lui avec Correa, mais il y a aussi un beau réflexe, même si quoi qu'il arrive, je pense qu'il aurait arrêté. Alors, les 2 équipes doivent prendre rouge. Alors, sur l'arbitrage, parce qu'évidemment, ça fait beaucoup parler, l'arbitrage de Monsieur Vernis. J'ai pas aimé d'ailleurs le nombre de fautes. Le nombre de fautes, c'est 44 fautes. Pour un match de Ligue 1, les gars, c'est énorme. Franchement, c'est énorme, énorme, énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je crois que Opta a dit depuis un match de 2020 entre Dijon et Nîmes, il n'y a pas eu autant. Et une moyenne de fautes par match, on est aux alentours de... Allez, si le match est un peu tendu plus, bon, tendu plus, ça peut se rapprocher de là, mais là, c'est plutôt 25, 30, allez, en termes de moyenne. Neftia, j'aurais adoré débattre avec toi. Malheureusement, j'ai pas le casque, j'ai pas le branchement. Mais prochaine fois, tu sais quoi, j'y pense. Si certains veulent monter en vocal, ça peut s'organiser. Mais n'hésite pas à me dire ce que tu veux sur le chat pour que je puisse rebondir là-dessus. Donc déjà, beaucoup de fautes et vraiment un match haché, mais très très vite en fait. Je trouve que Vernis a trop décidé de couper. Et tu vois, Vatelier, lors du match Lens-Lille, c'était presque l'extrême inverse, où il laissait trop le jeu et des fois au malheur des Lillois. Mais j'aime bien quand même quand ça laisse un petit peu jouer. Là, pour le coup, le match n'était pas agréable et forcément, les joueurs ont fini par comprendre quelle était l'attitude du sifflet et se sont dit, ok, chaque faute, chaque micro-contact, hop, je tombe et il y a faute. C'est ce qui s'est passé et du coup, au bout d'un moment, ça finit par s'échauffer, s'énerver. Alors, il y avait 2 cartons rouges pour les équipes. Pour moi, il y a carton rouge tous les jours pour Fofana parce que le tacle est dangereux par derrière. Boadi, il peut mettre rouge, mais s'il n'y a pas expulsion, c'est pas le scandale du siècle parce que le tacle est intense. Voilà, je le dis, il est intense, mais ça peut se comprendre si c'est juste jaune. S'il met rouge, je peux l'entendre. Je veux pas faire le mec, t'es sûr 100% les doigts, tout ça. Juste par rapport à ce que je vois et ce que je ressens de ces séquences, de ces moments, pour moi, c'est Fofana rouge tous les jours. Et côté Boadi,
c'est 50-50, franchement. Ouais, un miracle 11 contre 11, ça par contre, je suis bien d'accord. Et bah, pour l'OL, quand même, hein, encore une perf aboutie d'un point de vue défensif, même si pour certains ça se reproche du Choismo Prime de 2014, mais encore un clean sheet, un Dominique Griff qui enchaîne un troisième match entre Angers, Utrecht et Sud ce soir, où il y a deux trois situations chaudes et il les sort de manière assez magistrale et il rassure beaucoup de monde, même dans le jeu au pied c'est pas mal. La charnière Niakate-Mata, Niakate très très fort depuis le début de saison, franchement faut le dire, hein. Pareil, hein, j'ai pas été souvent tendre avec lui, mais là il est en train de me convaincre, c'est le patron de la défense et c'est bon. Tagliafico, les amis, c'est ce qui s'appelle une bonne fripouille, hein. C'est ce qui s'appelle une bonne fripouille, hein. C'est le joueur de joueur que t'aimes avoir avec toi. Par contre, quand il est contre toi, bah tu le détestes, hein, parce qu'il est insupportable, que le moindre micro contact que j'ai parlé. Alors lui, il se roule par terre, c'est insupportable. Mais voilà, quand il est avec toi, qu'il gagne ce temps-là, t'es hyper ravi. Dommage que tu puisses pas. Je suis Lillois, j'aurais kiffé parler du contenu dans le jeu, surtout devant le but. Bah, en fait, c'est ça, c'est que Lille est une superbe équipe. Le LOSC qui joue entre. Juste, allez, je vais terminer peut-être l'évaluation individuelle côté lyonnais avant de parler du LOSC. Mais encore une fois, je trouve que défensivement, ils ont beaucoup insisté là-dessus en pré-saison dans les discours. Ils savent que l'an dernier, ils prenaient trop de fois des matchs à deux buts où sur des micro-occasions, ça se transformait en but pour l'adversaire. Ils ont voulu régler ça. Je pense que ça va servir de base de travail pour la suite. Maintenant, c'est sûr qu'il faudra mieux parce que cette réussite que tu as sur ce début de saison, au bout d'un moment, elle va te quitter. Tu peux aussi, toi, faire mieux. Ça, j'en suis convaincu. Mais voilà, par exemple, Malik Fofana, bah, les deux premiers matchs contre Lens et Metz, c'était très bien. Là, pour le coup, je trouve que ça rentre bien dans le rang. Il est peut-être moins sollicité, mais il y a moins ce truc. Il y a deux, trois démarrages, on dit, ok, t'es Malik Fofana, on t'a pas perdu de vue. Mais d'autres où je me dis, ça manque encore un petit peu d'expérience de jugeote. Et voilà, peut-être que lui, pour le coup, moi j'aime bien ce système de Fonseca où finalement, t'as pas de pur neuf, mais t'as beaucoup de joueurs qui peuvent se projeter dans la surface. Bah, à l'image de Morton, tu vois, bah, t'as Tolissé qui va se projeter de temps en temps, son but à Rennes. Tu peux avoir du Karabek, tu peux avoir peut-être, pourquoi pas, du Mera ou du Tessman. Mais Fofana, il a quand même, je pense, besoin d'un neuf pour se connecter à lui et tu vois, échanger tout ça. Et ça, il ne l'a pas forcément. Donc c'est peut-être lui le vrai gros perdant du départ de Nico Tadze. Faudra voir sur le reste de la saison, c'est le seul petit bémol. Après, comme on le dit, hein, c'est vrai que le banc, il fait toujours pas rêver. Qu'au bout d'un moment, peut-être que ça rentrera dans le rang pour les Lyonnais, hein. Mais pour l'instant, ils font le jackpot en termes de points, tu vois. Ils se mettent très très bien en sachant que bah ils ont aussi l'Europa League à enchaîner, quoi. Mais au moins, ces points-là, ils sont plus à prendre. Et en fin de saison, au moment peut-être de jouer le top 4, peut-être le 5e, 6e, l'Europa, tout ça, bah, c'est des points qui pourront te faire du bien. Côté Lillois, c'est une très très belle équipe, hein, Est-ce que tu penses que Lyon est en sur-régime ce début de saison? Bah, sur-régime, j'ai toujours du mal à le dire parce qu'il y a quand même des belles choses d'un point de vue défensif si tu t'appuies là-dessus. Mais tu sais qu'au bout d'un moment, ça tiendra pas. Parce que bah, y a des équipes qui vont pas être aussi gentilles dans la surface. Et que voilà, toi aussi, tu marqueras pas sur une de tes rares occasions. Donc ça va être trop juste par moment. Et il y a des matchs où tu vas pas t'en sortir comme ça. Et surtout, je pense au match contre les équipes à ta portée. Bah, par exemple, le Lyon-Angers. Alors évidemment, tu domines, tu finis par t'en sortir. Mais t'as pas assez de marge pour moi pour être assez serein pour la suite. Mais ça, tu vois, c'est quand même, tu sens qu'il y a aussi il y a beaucoup de positifs à en tirer, quoi. Encore une fois, tu as trouvé une équipe, enfin, tu sens que, je vais faire le gros cliché, hein, mais le groupe vit bien. À Lyon, j'ai l'impression que c'est bien le cas, quoi. Ouais, la série lilloise qui s'arrête, on sait qu'ils avaient marqué sur leurs 60 derniers matchs consécutifs à domicile, et la bande à Fonseca est allée maudire cette série. C'est tellement frustrant pour le LOSC, encore une fois, je me répète, mais il y a tout pour que ce soit une équipe qui batte cette OL-là qui est prenable, qui se régale. Offensivement, il y a tellement de potentiel, mais justement, c'est le mot potentiel, pas encore de certitude. Et en vrai, Correa, qui vient d'arriver, c'est quand même des ratés qui sont difficilement pardonnables. Fernandez Pardo,
ça picote. Haraldsson, pareil, Haraldsson, ça fait 3 ans lui qui est là désormais. On peut plus être aussi tendre. Mais ce LOSC-là, il va falloir, oui, au bout d'un moment que. Enfin, quand tu vois l'agacement de Genesio, qui a même fini par être expulsé parce que l'une de ses gourdes a fini par approcher, je crois, le délégué ou quoi, donc du coup il a pris rouge pour ça. C'est chaud quoi. T'en penses quoi de Muko d'un point de vue extérieur? Autant lillois, j'ai de plus en plus de mal avec lui, il apporte tellement peu d'enjeux. Ouais, Ngaï Muko, en vrai, Muko, j'avais bien aimé ses matchs en Ligue des Champions, sa personnalité, mais pour le coup, dans le jeu en Ligue 1, ça se voit que par rapport à André, par exemple, je trouve que Boadi André, ça t'apporte plus de certitude. Et Muko, des fois, je me demande si je le préférais pas un peu plus haut, dans un rôle, tu sais, un petit peu de 8, mais tu sais, un mec qui se balade un petit peu comme le Matt O'Reilly de l'OM, parce que je pense que c'est un gars qui peut être assez intéressant dans ce secteur-là. Après, c'est un joueur qui a des aptitudes physiques qui sont quand même au-dessus du lot, et ça, je pense que c'est important dans ce type de match où tu sais qu'il va y avoir de l'intensité, du rythme, qu'il va falloir aller au combat. Mais c'est sûr que balle au pied, c'est très très perfectible. Hein. Franchement, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et ouais, même ce LOSC, hein, Giroud a été sollicité, mais il n'a pas eu le flair habituel. Igaman rentre peut-être un petit peu tard. Igaman, il rentre à la 75e. Et ça, pour le coup, quand tu vois un Well qui lâche le ballon, j'aurais presque préféré qu'il sorte un Muko, qui fasse rentrer Igaman et qui Haraldsson recule. Enfin, tu vois, quitte à prendre des risques, y aller à 100%. Ah, mais attends, je dis peut-être une bêtise parce que c'est pas ça le changement qu'il a fait. Pep Genesio, ouais, ça, il a sorti Boadi, tu vois, et c'est Bentaleb ça qui a remplacé Muko. Donc tu vois, il a quand même fait sortir pas mal de milieux de terrain pour essayer le tout pour le tout. Mais ça a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné pour ce LOSC là. Et c'est dur parce que, encore une fois, l'équipe, dans les intentions, dans la manière de provoquer, enfin, Fernandez Pardo, hormis la finition, il fait un top match. Enfin, vraiment, ce gars-là, le jour où il va trouver le bon carburant, et ce qui est le plus dur pour un joueur dans ce poste, dans ce registre, c'est la finition, c'est le dernier geste. Mais lui, le jour où il va trouver ça, je pense que les gars, ça va tenir quelque chose. Est-ce que le souci dit, il n'est pas le coach? On peut reprocher des choses à Genesio sur certains changements et tout, mais là, vas-y, il y a des ratés, Haraldsson, Correa, Fernandez Pardo, enfin, il y a des trucs. Au bout d'un moment, oui, le coach peut y être pour quelque chose, mais là, il y a des ratés qui sont trop grossiers. Et le contenu proposé par l'équipe de Genesio, t'as des choses à redire, mais là, franchement, t'as des joueurs qui doivent aussi se prendre en main, prendre des responsabilités. Thiago Santos, ça a été comment? Santos, il a été pas mal, très énergique. Ça fait du bien de le revoir parce que lui, pour le coup, ça va être un milieu, un attaquant supplémentaire. Il y a eu 2-3 pertes de balles. Un petit peu, tu sens qu'il doit retrouver un rythme, surtout en Ligue 1, parce que lui, il a fait sa rentrée en Coupe d'Europe. Mais en vrai, ça reste un jeune latéral. Quand il va revenir à 100%, ça peut aussi changer, je pense, le visage de ce LOSC-là. Et puis sa qualité de pied droit, à l'image du but contre Brann, pour aller trouver Giroud de la tête, ça peut être vraiment très très fort. Et ouais, Haraldsson, j'ai bien aimé son début de saison, les 2-3 premiers matchs. Et là, depuis la trêve, c'est quand même plus compliqué dans l'exécution, même je trouve un petit peu des fois agacé, je pense qu'il est agacé envers lui-même. Mais il n'y a pas un bon body language, si je puis m'exprimer ainsi. Et à lui, de retrouver ce qui a fait sa force l'an dernier, ce qui a fait sa force quand il a eu sa très très bonne période. Parce que très clairement, si lui il avait eu un petit peu plus de magie, de flair, ce match-là, il aurait pu tourner en faveur du LOSC. Hein. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais, Verdonk, si on parle d'autres joueurs, Verdonk pas mal, Verdonk vraiment pas mal. Mais je savais que ça allait être un joueur un peu fiable, un bon soldat. C'est sûr que quand tu le lances à Bollard sous la pluie, c'est pas vraiment le contexte idéal. Mais ouais, c'est frustrant parce que LOSC, là, du coup, le LOSC est quand même 6ème, 10 points. T'as Lyon qui prend 5 points d'avance, mais ils peuvent encore revenir là-dessus. Tant que tu vois, t'as ce peloton là qui s'envole pas trop. Mais on attend plus, et c'est normal, hein, parce qu'il y a un bel effectif, il y a un gros mercato. Et dans la finition, si Lille veut passer ce petit cap et être pourquoi pas une équipe top 3 en fin de saison, c'est là où l'efficacité dans les deux surfaces, c'est là où ils vont devoir être un peu plus malins, je pense. 2 derniers matchs encore à évoquer. Ce Angers-Brest, les amis, le Labo Lascari ICO. On sait que la seule personne à Angers qui a floqué son maillot Labo Lascari était présente au stade. Et bien évidemment, Labo Lascari, l'histoire, hop, même s'il a passé que 24 heures dans le Maine-et-Loire, il a marqué et il a même célébré ce gredin. Bon, après, évidemment, hein, il est resté de manière très éphémère. Et lui, il enchaîne bien, hein, titularisation, nouveau but. Je sais que
moi j'avais bien aimé ses entrées avec Lens. On sait qu'il s'est fait les croisés. Et pour le coup, c'était un joueur malin, intéressant à relancer. Bah, Pierre Sage, il y a peut-être un petit peu trop de monde. Mais dans une équipe de Ligue 1 comme ça, tu vois, ça peut être une bonne chose à espérer. Ouais, il y a une blessure pour lui. Faut voir un petit peu ce que ça dit comme pépin physique. Hop. Euh, Est-ce il est sorti blessé? Je sais plus à quel moment. Un but, une blessure, le drôle de retour. Ouais, il est sorti blessé à un moment du match, mais je pense que c'est pas par rapport au croisé évidemment. Ça va le faire blesser un bras. Voilà, football KO qui nous apprend. Hop. Et mal retombé après un duel avec un joueur en juin, touché au bras, il a immédiatement montré les signes de douleur, laissant craindre une blessure sérieuse. Déterminer si le joueur souffre d'une fracture ou simple contusion. Oula. On espère qu'évidemment, luxation de l'épaule apparemment. C'est le genre de blessure qui est un peu relou parce que l'épaule, c'est vraiment toujours douloureux à se mettre. Et ça, je parle en connaissance de cause. Je ne suis pas un médecin de Twitter parce que j'ai déjà eu ça. Donc je sais que c'est le genre de mouvement où tu peux avoir une petite appréhension pour la Bolascari. Mais c'est vrai qu'en termes de contenu, c'est très très positif pour lui. À genre le match encore une fois devant pour déménager, déménager les défenses, récupérer des ballons, faire le bon rôle de pivot. Ajor qui a encore fait un match. Celui contre Nice était excellent. Celui-ci, il a encore une très très belle facture, je trouve. J'ai bien aimé Junior Diaz en défense, qui a été vraiment impérial. Je pense qu'on peut dire le terme, hein, il a été très bon. Maïeki a été un peu plus rassurant par rapport à sa première sortie. Bon, en même temps, il partait de très loin, mais je trouve qu'il a fait son match. Kamari Doumbia, un petit peu tendre. J'en attends toujours plus de Kamari Doumbia parce que c'est un vrai bon joueur, je pense, de ballon. Mais dans ce Brest-là qui se cherche des nouveaux leaders, notamment dans l'entrejeu, même si lui, il est un peu plus haut, peut-être que pouvait l'être un Camara, un Lesmelou. C'est à lui de prendre un petit peu les clés du camion. Malheureusement, en face, côté Angevin, ça va être toujours le même dilemme. Hein. Qui pour marquer des buts? Il y a des intentions. Il y a, voilà, ça peut, même là, en fait, défensivement, en fait, c'est là où ça va être le souci pour Angers. C'est que si tu n'as pas un grand Kofi, si tu n'as pas une belle réussite défensive, dans l'autre surface, t'es quasiment inexistant et c'est très très dur, quoi. 11 tirs, 2 cadrés, c'est chaud. Lesmelou, il est parti au Paris FC, l'ami. Il est parti au Paris FC. Et ouais, on sait que. Ouais, trop jeune, c'est exactement ça. Mais en plus, tu vois, j'ai pas envie parce que j'ai bien aimé le match de Prosper Peter. Il y a des intentions, Sheriff aussi. T'as Abdelli qui retrouve une place de titulaire et lui, petit à petit, ça va être vraiment un des tauliers. Mais franchement, qu'est-ce que tu veux essayer de te maintenir avec. C'est compliqué, quoi, quand tu vas à l'abordage avec que des jeunes comme ça. Ça va être une longue. Chaque but va être important pour le SCO. Et il faudra évidemment pour moi qu'ils aillent chercher. Ces points contre des adversaires directs s'ils veulent s'en sortir. Bon, là tu vas à Strasbourg post-Europa, enfin post-conférence, on verra. Tu fais Lorient, ouais, peut-être un petit peu après, ouais, t'as Nantes, Le Havre, ouais, qui, tu vois, tombes à ce moment-là, mais faut aller prendre des points par-ci par-là, et je suis pas sûr qu'ils puissent le faire. Ouais, Angers c'est fait, je suis pas sûr qu'ils puissent faire mieux dans leur état actuel. Hein. Avec Metz, c'est sûr que ça. T'as l'impression que ça y va tout droit au fur et à mesure de la saison. T'imagines, ils peuvent même pas faire un joueur en prêt comme la Bolascari. Donc la situation, pour du jeu, il peut s'en remettre à cet état d'esprit défensif, même si là le match n'a pas forcément fonctionné dans leur sens. Ça va être très compliqué, hein. J'avoue que là les gars je suis assez pessimiste. Et côté Brest, comme je vous le dis, une deuxième victoire enchaînée, victoire de Tonton, encore un but pour Del Castillo, un match bien géré, un petit peu de rotation. Tu me dis Pathé Mboup, c'est pas encore ça, je pense que c'est le cap Ligue de Ligue 1, mais Pathé Mboup il aura forcément son match déclic à un moment ou à un autre. Et puis voilà, Brest se retrouve 9ème sans être trop en danger malgré ces 4 premières journées. On disait attention quoi. On prête Mopé, on paye le salaire. Tu vois, en vrai ce serait une belle histoire de se dire que Neil Mopé qui a 0 temps de jeu qu'il a aidé, mais tu vois même ça serait pas autorisé ce genre de passe droit parce que la DNCG va dire attends, Neil Mopé son salaire il peut pas toucher 0 € de la part d'Angers. Enfin prêter un salaire à 100%, c'est quand même assez inédit quoi. On l'a déjà vu de temps en temps avec des équipes qui acceptent de prendre en charge une grosse partie, mais là je pense que ce serait un sacré cadeau. Ouais, Del Castillo, c'est Del Castillo, en termes de joueur, quand il est dans une bonne période, ça peut te faire un bien fou. Mais franchement, l'attaque brestoise, moi, elle m'enchante bien. Et tu te dis que t'as encore Mamadé qui est blessé. Non, Brest, ils vont faire leur saison. T'auras des hauts comme là, t'auras d'autres bas. Mais
ça sent voilà, la saison pépère. Enfin, encore une fois, je me répète, hein, mais quand tu vois le 11 de Brest et tu te dis que leur concurrence pour le maintien, bah, désolé, ce que tu as en face ou même ce qu'on va voir Metz-Le Havre, bah oui, évidemment que Brest, ils ont fait peur sur le début, mais voilà, ils vont se remettre la tête à l'endroit, il n'y a aucun souci et ils sont en train de le faire, tant mieux pour eux. Justement, ce Metz-Le Havre, alors, si on devait parier sur un 0-0, sur le premier 0 de la saison, est-ce que c'est pas lui qui se distingue, qui se retrouve en avant? Malheureusement, le match était pas dingue. 7 tirs, 0 cadré pour Metz, 11 tirs, 2 cadrés pour Le Havre. C'est chaud. Pareil, hein, il y a eu un petit moment tendu sur le banc havrais avec Abdoulaye Touré qui sort et qui fait un geste d'humeur parce qu'il est pas content envers Digard, et Digard s'en expliqué, il a dit bah voilà, ça peut arriver, mais bon, on va s'expliquer. Donc, ouais, un petit peu de nervosité. Ouais, c'est vrai que par contre, très bonne nouvelle pour Le Havre. J'ai beaucoup aimé le match de Reda Kadra au milieu de terrain. On sait que c'est milieu de terrain, milieu offensif, on va dire. Un joueur qu'on avait découvert avec Reims, qui a eu quelques blessures, mais qui était par intermittence assez intéressant balle au pied. Et pour le coup, dans cette équipe du Havre où tu as besoin d'un dynamiteur supplémentaire, quand Keshta n'est pas là, par exemple, lui, il peut vraiment t'apporter ce petit supplément d'âme. Et malheureusement, pour Le Havre, encore une fois, en termes de pauvreté offensive, ça va pas suffire. Je me demande en fait si ce genre de match, t'aurais pas dû garder un André Ayou, parce que je sais pas, j'ai une vision, mais ce genre de match, peut-être tu remportes, c'est qu'un Dédé Ayou qui met sa tête de nulle part à 36 piges et qui enlève son maillot et qui célèbre comme un fou. Mais ouais, c'est malheureusement. T'as eu un début de saison qui était pas mal, t'as fait tomber Nice, t'as proposé beaucoup de choses contre Lens, mais Le Havre va encore une fois manquer de talent devant, et ça va être dur, mais t'as quand même des joueurs, encore une fois, que je trouve intéressants. Moridio au cage, c'est quand même encore une fois une vraie sérénité. J'ai trouvé que Gauthier Horis a fait son match. Tu vois, t'as quand même, par ligne, t'as un ou deux patrons à dégager, et contrairement tu vois, à cette équipe de Metz, j'avais échangé avec un supporter, hein, j'avais dit, pour moi, Metz, si le trio Gauthier, Heinz, Sabali, Diallo se trouve, ça peut quand même t'offrir des petits frissons, des petits trucs devant. Là, ça a été inexistant, ça a été tellement dur pour Metz. En plus, tu vois, c'est à la maison contre une équipe concurrente pour le maintien, et t'es toujours t'as toujours pas gagné, c'est que ton deuxième point. On a envie, hein, les gars, hein, de démentir le truc éternel, l'ascenseur, Metz, oulala. Mais là, franchement, ça va être dur. Après, faut voir si ils arrivent à prendre une victoire. Est-ce qu'ils peuvent faire une petite série? Est-ce que contre, tu vois, en fait, j'allais dire, il faut qu'ils affrontent les équipes de leur championnat, mais ils ont déjà fait 0-0, enfin un partout contre Angers et 0-0 contre Le Havre. Ça, ouais, c'est très compliqué. Ouais, c'est vrai que le début de saison, Gauthier Heinz, c'est très nul. C'est malheureusement Gauthier Heinz, c'est voilà, c'est que dire de plus? C'est Paulo Dybala en Ligue 2, et c'est un joueur très mid en Ligue 1 pour le moment. Mais on sait jamais, hein. Peut-être qu'il y aura un petit déclic, hein. Même lui, hein, il faut pas grand-chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Metz va avoir besoin d'un Gauthier Heinz qui se réveille. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Sinon, ça va être quand même très compliqué pour le reste de la saison. On y va, les amis, pour le 11 type de cette Ligue 1, de ce 11 de la 6e journée. Il y a des joueurs, je pense, qui vont se retrouver très très vite dedans. Allez, envoyez-moi un petit peu les joueurs que vous voulez voir. Alors, Pagis, il rentre à 72e, donc est-ce qu'on met un mec qui a fait que 20 minutes? En même temps, on se dit que ça mérite, c'est un doublé qui est tellement incroyable qu'on peut se faire violence, et qu'on n'est pas l'équipe, on note pas qu'à partir de 40 minutes. Donc, tu sais quoi, Pablo Pagis, je suis bien d'accord avec toi. On va le mettre dedans. Je mettrais bien quand même Udol, que j'ai trouvé assez fort. Je pense que je vais mettre aussi. Il y a Tovin Sangaré. En fait, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont fait un gros match. Je vais mettre Niakate. Ça, c'est sûr que Niakate, moi, il va se retrouver dedans. Le bon Moussa. Il y a Junior Diaz. Ouais, Barco très très fort. Barco, évidemment. Ça a été assez conséquent. J'ai bien aimé Junior Diaz. Qui c'est d'autre qui m'a pas mal plu sur ce match? Max Lopez, c'est vrai. Max Lopez, il a été intéressant. Bon, on va mettre Murillo parce qu'il y a le but en fin de match et qui quand même te livre beaucoup de choses. Il y a Le Penant qui a été... Ah, Aaron Donum quand même. Aaron Donum qui est passeur et buteur, qui a été vraiment, vraiment bon. Il y a Zabarni, Griff, Højbjerg. Ouais, c'est vrai qu'Højbjerg, il a fait un sacré match. Ouais, on va mettre Griff. Risser, j'aurais pu le mettre. Oh,
Il n'y a pas Dominique Griff dans les joueurs de... Ah, Greif, pardon. J'ai mal orthographié le blaze. Ouais, le petit Kouassi, c'est vrai. Le petit Kouassi, qui a été quand même bon. Peut-être pour mettre un autre joueur de Lorient, parce que c'est une perf qui est quand même pas mal pour eux. Je pense qu'on peut faire ça. Hop, on va changer Donoum et Kouassi. Peut-être Højbjerg Gouet. J'ai pas de Brestois, c'est une belle victoire. Donc moi, je vais mettre quand même Diaz. Et je pense que on va mettre la Bolascari, parce que c'est une belle histoire. Avec son... Évidemment, il y a d'autres joueurs qui méritaient... il aurait pu y être dedans. Zabarni, ouais, Sangaré, ouais, c'est vrai. Bah, pas Thauvin. Bah, en vrai, Thauvin, c'est vrai que je pourrais être plus de Lensois. Après, vous savez comment je fais souvent dans hors-jeu. Je vous mets là le 11 pour mon débrief. Et le lendemain, je revois des stats, je revois des trucs. Et je change de 11. Donc peut-être que demain, je m'adapterai. Et je changerai 2-3 trucs, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui mériteraient d'être dans ce 11. Et pour l'instant, on part sur ça. Demegré, Focage, Murillo, Diaz, Niakate, Udol. Au milieu de terrain, Donum, Barco, Højbjerg, Kouassi. Et puis une attaque Pagis, Labolascari. Ça me paraît quand même pas mal. Ça reflète bien ce qu'on a vu lors de cette journée. Prochaine journée, justement, les amis. On commence vendredi soir avec un Paris FC Lorient. Ce n'est pas du Multiligue 2, c'est bien de le préciser. Metz-Marseille à 17h le samedi, Brest-Nantes à 19h, Auxerre-Lens à 21h le samedi soir, OL-Toulouse le match de 15h, Le Havre-Rennes, Monaco-Nice, pas mal dans le multi Monaco-Nice et Strasbourg-Angers, et puis le LOSC PSG pour clôturer cette journée. Ça va être pas mal du tout, ça va être très très bien. Moi, je vais vous laisser sur ce, comme toujours, pour ceux qui sont arrivés en cours, le replay va arriver assez vite sur YouTube. Pareil en podcast, n'hésitez pas à like, commentaire, les étoiles pour continuer à me soutenir. Normalement, demain, hors jeu, donc voilà, pour retrouver avec toute la bande, Bruce Braque, tout ça. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle émission. Nous, on se retrouve ici, mardi, débrief Ligue des Champions, que du bonheur, avec notamment le match entre l'OM et l'Ajax. Salut à tous les amis, très bonne soirée.